Comme son nom l'indique, le podcast est possible grâce à Performance Impetus. C'est une boutique en ligne que j'ai créée pour vraiment aider les athlètes québécois à retrouver à la même place les suppléments qui sont comme backés par la science, qui fonctionnent réellement. Puis je voulais pas avoir de suppléments qui fonctionnent pas. C'est vraiment pour l'athlète qui désire performer. Tous les suppléments sont dans la boutique pour vraiment aider les athlètes, l'aider à faire des PR, à vraiment performer à leur maximum. Vous pouvez aller voir sur performanceimpetus.ca. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue dans un autre épisode du podcast de Performance Impetus, un podcast que je veux vous donner de la valeur pour vous aider à mieux performer. Puis aujourd'hui, on reçoit un physio. Puis quand tu es athlète, c'est inévitable. On deal avec des blessures, on a des petites tensions, on a des parties qui sont tendues. Donc aujourd'hui, avec Kevin, on va vraiment passer au travers de, comme athlète d'endurance, comment tu gères ton entraînement, ta progression, surtout le stress mécanique. Tu sais, il va vraiment nous parler il parle de la quantification du stress mécanique. Ensuite de ça, on va parler de blessures, quand arrêter, quand on a une douleur, quand continuer. Puis aussi, on va parler du Peace and Love, qui est un protocole pour vous aider à comprendre quoi faire quand on a une douleur ou un accident. Donc, c'est vraiment un bel épisode où on va toucher aussi au début de son parcours athlétique de badminton. Puis après ça, on va vraiment deep dive sur la physio, puis quoi faire quand on se blesse. Je vous souhaite une bonne écoute. T'as-tu juste fait du badminton ou c'est arrivé un peu comme, c'est comme pas random, mais tu sais, par le fait des choses, t'as commencé à faire du badminton, puis au fil des aiguilles, ben, t'as comme trippé sur le badminton? Ouais, mais tu sais, j'étais comme un peu un touche-à-tout, là. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai fait, presque tous les sports, possibles, là, que tu pouvais faire, au Mhm. primaire et au secondaire. Fait que, tu sais, hockey, football, basket, water polo, tu sais, j'ai fait tous les sports Water qu'on polo. j'ai touché à tous les sports que je pouvais, toucher, là, puis, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, les ben, c'est ça, fait que là, finalement, ben, j'ai stick avec, les sports dans lesquels j'étais le plus performant. Fait que, tu sais, au secondaire, c'était football, Classique. hockey puis badminton, puis là, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est qu'au cégep, fallait que j'aie des bonnes notes. Puis là, mes 2 options, c'était un peu, football puis badminton. Jouer avec Ben, justement. Ouais. Jouer avec Ben, puis justement, les 2 on se posait la question, on s'en va-tu jouer au football au collégial ou pas? Puis nanana. Fait que là, moi, je m'étais dit que ça me prenait, tu sais, je voulais grind les études un peu, puis ça me prenait une tête. Fait que là, je me suis dit: «Au badminton, j'ai moins de chances de me faire une commo». Fait que c'est comme ça que je suis allé dans le C'est vrai. badminton. Je ris parce que j'ai parlé avec Ben, justement, on a fait un épisode sur son parcours athlétique. Ouais. Il m'a parlé un peu de l'épisode bodybuilding dans le gym, là. Je sais pas, c'était Ah avec ouais. toi? Ouais, c'est vrai. Ah, Ouais. c'était du bonbon. En tout cas, fait que bref, Ouais. Mais je finalement, suis tu as pas dans décidé. un mindset de bodybuilding, moi, je pense. Moi, je voulais juste Non, lifter non, mais lourd. c'était comme grind pour le football. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Non, non, on faisait des affaires qui avaient pas de bon sens. Genre, Mon Dieu Seigneur. Fait que là, finalement, t'as comme stické pour le badminton. ouais, c'est ça, exact. Puis, Puis tu t'es ben, c'est ça. rendu à Puis, quel niveau dans le j'ai badminton? joué avec le Rouge et Or. Fait que là, fait que c'est ça, c'est j'ai joué 3 ans avec le cégep, j'ai joué avec le Rouge et Or, puis là, pendant la COVID, en fait, j'ai joué jusqu'à la COVID. Fait que là, tu sais, pendant la COVID, j'ai comme tout droppé parce que je suis un peu dans une écœurantite aussi parce que j'essaie de conjuguer, ma vie d'étudiant en physio puis ma vie d'athlète de badminton, les 2 en même temps. Puis, tu sais, mettons, ce qu'il aurait probablement fallu que je fasse pour avoir quelque chose de plus équilibré, c'est de couper, de rallonger mes études en physio, ce que je voulais pas faire. Fait OK, que je là, comprends. j'ai développé une écœurantite, puis pendant la COVID, ben, tout a comme arrêté, puis j'ai juste jamais recommencé. Puis parce que dans le timing aussi, j'avais des opportunités aussi avec PCN. Fait que là, on est j'ai comme Mmh. j'ai décidé de faire un move plus sur la carrière. Puis qu'est-ce que tu dirais qui était le point culminant, mettons, au badminton pour toi? Le point culminant, ben, c'est-à-dire en termes d'accomplissement ou ce qui m'a fait arrêter, Ben, tu ouais, parles? mettons, quand tu regardes en arrière,
de ta carrière de badminton, tu dirais que c'est quoi, mettons, ton moment le plus fort? Mon moment le plus fort mon moment le plus fort, je pense, c'est, je suis obligé de dire, au secondaire quand j'ai gagné les championnats provinciaux scolaires avec mon partenaire. Parce que Ah ça, ouais. il y a quand même une grosse histoire de grind en soi. Le fait de gagner en soi, c'est réarrivé par la suite, mais en secondaire 4, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait comme les qualifications, même les régionaux pour se qualifier aux provinciaux, là. Là, Mmh. et puis là, il y avait juste ces gagnants, tu sais, qui se rendaient aux provinciaux. Fait que là, nous, si on arrive là, tu sais, on pense qu'on a des bonnes chances, mais on sait pas trop. Puis là, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on gagne tous nos matchs. Puis tu sais, il y en a on explose quand même pas mal nos parties, là. Puis là, on arrive en finale. Là, c'est des longs matchs, là. Tu sais, le badminton, d'habitude, c'est des 2-3. Tu joues des 7, puis c'est la première équipe qui en gagne 2 des 3. Ben, pour la finale aux régionaux, c'est un 3-5. Là, ça fait des très OK. longs matchs, tu toute ta journée dans le corps. Je serais pas capable de dire, combien de temps la partie a duré, mais tu sais, à la fin, je me souviens, je voyais embrouiller, là. J'ai essayé d'être très clair, j'ai essayé de frapper le volant, puis je voyais tout flou, puis c'était un match qui avait pas de bon sens. Puis finalement, on est allé en 5e set, puis on a perdu en prolongation. En plus sur un call qui était comme un peu mitigé. C'est mettons, nous, on pensait que Ouais. l'autre équipe avait fait une faute, fait que là, on arrête de jouer, puis là, eux, ils disent que non. Fait que si ce point-là, on l'avait, mais on gagnait. Puis là, finalement, on l'a repris, puis on a perdu le point, puis plus tard dans la partie, on a perdu le championnat, là. Fait que là, ça a été ultra, ultra crève-cœur. Fait que là, moi puis mon partner, les 2, on s'est mis dans un mindset pendant 1 an qu'on grindait le badminton, puis on Ouais. en mangeait, là. On en Ouais. mangeait, on en mangeait. Fait que là, l'année d'après, on arrive. Puis là, finalement, on gagne les régionaux. Puis là, fait que là, on arrive aux provinciaux. Tu sais, c'était en Gaspésie, d'ailleurs, à Amqui, là. Ah ouais? Ouais, ouais. C'était Puis, où? ouais, c'est vraiment cool. C'est une belle expérience, là. Puis, Te rappelles-tu c'est dans il quelle y a ville? Amqui. OK, ouais, ouais, ouais. C'était à Amqui, fait que, puis c'est ça, tu avait fait un beau setup pour nous habituer. Si on joue dans des gymnases, là, sur les terrains, ben, comme on les imagine. Puis là, il avait loué un aréna, puis tu sais, avec les tapis verts de Ah! badminton en synthétique, puis là, on jouait là-dessus, puis c'est ça, finalement, Comme un on a, pro, là. ouais, c'est ça. Puis là, nous, on représentait, Chaudière-Appalaches. Puis, c'est ça. Puis finalement, on a gagné en finale contre, Outaouais, si je me souviens bien. Puis ça je te dirais que j'ai eu des super beaux moments après, mais ça a été vraiment c'est ça, Ah ouais! le point culminant, là. Hey, c'est tellement hot parce que, tu sais, c'est niai pas c'est niaiseux, mais je veux dire, tu sais, c'est une histoire de secondaire, mais tu as vécu probablement la même affaire qu'un athlète professionnel, tu sais, qui comme à un haut niveau, genre, tu as eu comme l'élément déclencheur une défaite crève-cœur. Puis non, mais avoue, là, puis là, tu t'es viré de Oh, bord, vous avez grindé, puis vous avez gagné. Tu sais, comme dans les films, dans le fond, là. oh, ouais, ben, puis ben, c'est ça, c'est ça. Puis je me souviens, tu sais, c'était vraiment émotif autant qu'on a perdu que quand on a gagné, là. Fait que il y a Ouais. beaucoup de leçons que j'ai appris de ça, autant dans la gestion des émotions que dans le grind par après. Puis, mais non, c'est ça, évidemment, c'est un niveau moins élevé, puis il y a moins d'enjeux puis de sacrifices que quand t'es professionnel, mais c'est ça. Ouais, c'est ça, il y a moins d'argent en jeu, là. Gros Ouais. trip parce que tu vois, quand je pense à toute ma carrière de badminton, c'est ça le moment que je chéris le plus. OK, puis si on y va à l'inverse, tu dirais-tu que ta défaite a été le point le plus down, tu sais, le plus difficile? Ouais? Probablement, puis ouais, puis même dans ma vie en général, là, mais c'est une des grandes leçons que j'ai eues, je pense. Parce que Ah surtout au ouais. badminton, tu sais, je faisais, surtout au secondaire, tu sais, il y avait pas une si grande densité de niveaux que ça, là. Fait que, tu sais, ça Mmh. m'arrivait pas si souvent que ça de perdre. Fait que là, de perdre dans un tournoi que c'était important avec mon partner en plus, que aussi on jouait tout le temps ensemble. Les 2 on était corrects, on était bons en simple. Notre trip, c'est vraiment de jouer en double, puis nous, on voulait performer en double, là. Puis, Mmh. le fait de le vivre ensemble aussi, c'était quelque chose. C'est nice. Puis tu penses-tu que ton parcours de badminton t'a forgé, je veux pas dire meilleur physio parce que je veux pas, tu sais, comme downgrader les autres physios, là, mais je veux dire, est-ce que ça t'a aidé énormément dans, ta carrière de physio? Ben, tu sais, assurément, ça m'a forgé en tant que personne, puis assurément, Mmh. le physio que je suis, puis je pense qu'un des traits que j'ai beaucoup en tant que physio, c'est que, si je me mets beaucoup à la
place des personnes que je suis quand surtout dans un contexte compétitif, dans le sens que, tu sais, j'ai manqué des matchs parce que j'ai été blessé, j'ai déjà été blessé, j'ai essayé de pousser plus, puis là, la blessure a traîné plus longtemps. Tu sais, il y a plein Ouais. d'affaires que les athlètes y vivent en ce moment, mais que j'ai déjà vécu en physio, puis si je continue à vivre, des fois parce que je fais encore du sport compétitif, c'est juste que j'ai changé de sport, là. Mais C'est quel sport que c'est tu ça, fais? tu sais, du karaté. Du OK. karaté dans le style, Kyokushin, là. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés, je revenais d'une compétition de ça, puis j'étais Ouais, c'est j'étais même vrai. magané. Mais non, c'est ça, tu sais, je pense que toutes les physios, on relate d'une manière à nos patients. Moi, c'est sur le plan sportif, il y en a d'autres que c'est sur d'autres plans, tu sais, peut-être plus, émotif ou personnel ou point de vue du travail. Notre background assurément influence le physio qu'on devient. Puis, tu vois-tu beaucoup d'athlètes de haut niveau dans ton travail ou c'est plus du monsieur, madame, tout le monde? Tu sais, mettons du haut niveau, c'est tout le temps relatif, mais je vois beaucoup d'athlètes, heu, Ouais, autant au OK. niveau, secondaire que, tu sais, dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, des monsieur, madame, tout le monde, j'en vois aussi. Des fois, c'est des blessures qui sont pas associées du tout au sport, non plus. Heu, Mmh. je vois un peu de tout le monde, mais c'est sûr que mon dada, c'est vraiment les athlètes de je veux pas dire jeunes nécessairement. Tu sais, mettons les athlètes entre fin secondaire puis jusqu'à la mi-fin trentaine, là, ça, c'est vraiment mes clientèles, dada. Puis, OK. tu sais, je veux dire, il y a des il y a des monsieur, madame de 40, 50 ans qui sont très impressionnants aussi, que je m'entends super Ouais. bien avec eux. Mais c'est l'aspect performance, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup, là. OK, nice. OK, là, on va rentrer dans le concret de performance. Moi, parce que, dans le but de vraiment donner de la valeur aux athlètes, qu'est-ce que qu'est-ce que tu dis souvent à des athlètes dans tes rencontres qui appliquent pas nécessairement, puis que c'est comme quelque chose que les athlètes ne font pas, qui devraient, tu sais, je sais pas si tu comprends ma question? Mon mon plus gros conseil à n'importe qui veut faire n'importe quel sport, c'est tout le temps la quantification du stress mécanique. Puis ça, je sais pas si tu en as déjà entendu parler? Oui, tu m'en avais déjà parlé. Ouais, puis OK, bon, puis tu sais, ça, c'est un point d'éducation que je m'oblige à faire avec presque tout le monde, là, parce que ça met vraiment les bases sur toute la suite. Fait que, tu sais, la quantification du stress, mécanique, là, tu sais, mettons si je fais un petit résumé, Ouais, ouais, ouais. hem, tu sais, on a un outil sur la quantification du stress mécanique qu'on utilise, que c'est comme un genre de graphique. Fait que j'essaie de te l'expliquer en mots pour que les auditeurs le visualisent aussi. Ouais, Mais, ouais, tu ouais. sais, la quantification du stress mécanique, c'est le stress qu'on va mettre sur notre corps. Fait qu'on parle de stress, on peut parler d'une tension, d'un impact. Fait que, tu sais, dès que une partie de ton corps travaille, on va prendre les chevilles, par exemple, ben, tu sais, quand tu marches, ben, il y a un certain stress sur tes chevilles. Puis dépendamment de l'activité que tu vas faire, ben, le niveau d'intensité va être différent. Mmh. Puis, ton corps, il y a une certaine tolérance, au stress qu'il peut prendre. Ça, sur le graphique, c'est représenté par une ligne rouge. Fait que, Attends, ça veut dire bouge qu'il pas 2 secondes. Peut-être que je peux aller le chercher. Attends. ouais, ça serait très cool. Quantification du stress mécanique. Je peux prendre lui de la clinique du coureur? Oui, Oh, on va le nommer aussi, là, tant que tu le nommes, il te laisse les copyrights. OK. Donc la clinique du coureur. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un outil développé par la clinique du coureur, là, de ce graphique-là. Sinon, toi, ça va bien? Oui, 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 ouais, ça va. Ça? Yes, exactement. Fait que tu dis la ligne rouge. Ouais, c'est ça. Fait la ligne rouge, ça, c'est la capacité, maximale que ton corps a pour tolérer un certain stress. Ça veut dire OK. que, tu sais, tout ce qui est en bas de cette ligne rouge-là, ton corps est capable de le tolérer. Si ton corps, exemple, ta ligne rouge est à 50 minutes de course, si tu cours 40 minutes, ben, ton corps, il supporte bien. Le problème qui arrive, c'est lorsqu'on dépasse la ligne rouge. Fait que c'est dès qu'on dépasse la ligne rouge avec la ligne bleue et le niveau de stress, qu'une activité va mettre sur ton corps, ben, c'est là que les bobos, y apparaissent. Fait que OK. supposons que, je sens t'as jamais couru, puis là, tout d'un coup, tu décides d'aller te claquer 2 heures de course, ben là, probablement que tu as dépassé ta ligne rouge. Puis là, ton corps, lui, il est pas fou, il essaie de t'avertir quand tu es en train de te blesser. Mais là, vu qu'il Mmh. est bien smart, souvent sa manière de le faire, c'est par la douleur. Fait que, tu OK. sais, comme on voit sur l'image, là, tu sais, la douleur pendant l'activité, la douleur après, les raideurs matinales, les gonflements, des fois, il y a d'autres signes aussi. Ça, c'est tous des signes que ton corps est en mode pour te dire que tu es en train de dépasser la ligne rouge. Mmh. Puis vas-y. Est-ce que chaque personne a
à une tolérance différente? Tu sais, mettons, tu as 2 athlètes, niveau pareil au niveau en termes de course, mais il y en a un que, je vais dire génétiquement, là, j'ai pas d'autres mots, là, mais tu sais, Mmh. naturellement, il va être capable de tolérer des charges sans se blesser plus hautes que l'autre à côté. Ouais, ouais, puis, c'est vraiment multifactoriel, là, cette capacité-là. Tu sais, si tu as moins bien dormi, si t'as même si tu es de moins bonne humeur, ça peut jouer sur ta ligne rouge, dépendamment de, tu sais, tes antécédents de blessures, tes des conditions de santé particulières, le volume que tu as fait auparavant, tu sais, c'est toutes des affaires qui peuvent jouer sur ta ligne rouge aujourd'hui. Tu sais, on parle d'une ligne rouge qui peut être, ben, tu sais, il peut avoir différents, mettons, une temporalité qui est différente, c'est tu as ta ligne rouge qui est en ce moment, puis tu as ta ligne rouge qui est en général. Fait que, tu sais, exemple, sur un mois, c'est quoi le volume que tu es capable de prendre versus aujourd'hui, c'est quoi le volume que tu es capable de prendre. Mmh. Fait que, c'est une ligne OK, qui je est comprends. constamment en changement, puis dépendamment de plein d'affaires qui t'arrivent dans ton quotidien aussi, là. Fait que puis, tu sais, Fait que évidemment, là plus tu es entraîné, plus en principe ta ligne rouge est supposée être haute aussi. c'est ça, fait que dans le fond, en réalité, ce principe-là nous aide à s'assurer d'augmenter le volume de façon comme plus sécuritaire, là, si on veut, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais dans le fond, c'est quelque chose qu'on veut prendre en compte quand tu veux augmenter ton volume ou même quand tu t'entraînes, de manière générale. Puis, c'est quelque chose d'autre qui est important. Là, on divague un peu du graphique, là, mais tu sais, il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que s tu s il y a différents types de stress dans le sens que le stress que tu es habitué de mettre sur tes bras, mettons, ben, il est pas nécessairement transférable au stress sur tes jambes. Fait qu'exemple, Tu là. peux-tu donner un exemple concret, genre? Ouais, mais le meilleur exemple que je peux te trouver, c'est, heu, quelqu'un qui fait de la natation, qui a un très gros VO2 max, mais que, tu sais, lui, son sport, il se passe dans l'eau, il y a peu d'im ou peu il y a pas d'impact, en fait. S'il commence à courir, ben, ses jambes sont pas habituées aux impacts, ben, lui, il a des bonnes chances de se blesser. Parce Je comprends. que physiologiquement, il est très, très fort, mais mécaniquement, son corps est pas adapté pour courir, pour supporter le poids de son corps avec des impacts. Fait que, sans lui, sa ligne rouge de course va être plus basse que sa limite physiologique. Puis souvent, c'est ces athlètes-là qui, ben, qui vont se blesser parce que son corps va lui dire, ben, tu sais, mettons que son cœur lui dit qu'il est capable de continuer à courir parce qu'il est pas essoufflé, parce qu'il tu sais, il se sent bien. Mais mécaniquement, exemple, ses chevilles, ses tibias, tu sais, musculairement, puis au niveau osseux, ben, il est pas nécessairement prêt pour courir, aussi longtemps que sa physiologie lui permettrait. Je connais pas la réponse, mais est-ce que les triathlètes se blessent moins que les coureurs? Tu sais, en réalité, ma question, c'est est-ce que les triathlètes se blessent moins que les sports individuels parce qu'ils font beaucoup de training à cause de leur sport? Hem, je connais pas la stats. Par Ouais, ouais. contre, tu sais, il y a beaucoup de triathlètes qui se tournent vers le triathlon justement parce que ça leur permet de répartir la charge mécanique. Mmh. Tu sais, dans le sens, tu sais, mettons, le volume d'entraînement qu'un triathlète fait, ça serait difficile de faire ça, de faire le même volume à la course. Parce que quand tu es triathlète, ben là, ça te permet de tu sais, ton stress mécanique de la course, puis là, tu peux accumuler du stress physiologique en faisant de la natation, en faisant du vélo. Fait que là, finalement, c'est comme si tu fais ben, pas comme si tu fais 3 sports différents, au final. Fait que, Mmh. tu sais, est-ce que ultimement tu te blesses moins? Je sais pas parce qu'au final, ben, relativement à ça, tu fais plus de volume aussi, là. Mmh. Mais, tu sais, mettons ça serait probablement plus facile pour un triathlète d'accumuler du volume d'entraînement qu'un coureur, parce qu'un coureur, ben, quand tu as atteint ta limite, ta ligne rouge de quantification du stress mécanique, ben, tu es atteint là, puis tu sais, tu peux pas aller plus vite que ton corps, il te permet de progresser. Est-ce que les gens, ils font pas assez de cross-training? Parce que dans le fond, ce que je comprends, c'est que vu que le fait de faire d'autres sports, tu peux faire un plus grand volume parce que tu répartis un peu ton stress mécanique à travers d'autres sports. Est-ce que le cross-training, c'est vraiment un bon outil pour augmenter son fitness, pour éviter de faire des blessures? Je pense à ma réponse là, mais tu sais, j'ai Ah oui, envie de oui, te y a pas de dire que stress, là. ça tu sais, j'ai envie de te dire que ça va permettre de faire peut-être un volume un peu plus grand, mais tu sais, au niveau du stress mécanique, tu sais, par exemple, on prend du CrossFit. Tu sais que ça, c'est un bon exemple de cross training justement. Allô, le mess de quantification stress mécanique?
Oui, c'est ça exact. Tu peux comme te mettre au max dans les bras, puis ensuite tu te mets au max dans les jambes, puis en même temps, ben là, tu te mets dans le tapis, dans le stress physiologique, fait qu'au niveau Ouais, c'est ça cardiaque en et tout ça. général. Ouais, c'est ça. Fait que, ben oui, tu sais, j'ai envie de te dire, c'est, tu sais, les athlètes élites qui s'entraînent 2 à 3 heures par jour, tu sais, je pense qu'à la course à pied, ça serait difficile de courir 2 fois 3 heures par jour. Malgré probablement Fait qu'il y en a qui le font, mais c'est des dieux de la génétique, sans se blesser, là. il y en a tout à un qui te fait mentir. Caroline, il y en a qui courent, là, ça a pas de bon sens, là. Je sais pas si tu le connais, peut-être tu le suis pas à cause de ton algorithme, là, mais Andrew Glaze, le connais-tu? Oui, c'est pas lui qui court des ultras, puis il en court, régulièrement, j'ai envie de dire. Genre, il court 100 miles de course par semaine, Mmh. mais ça fait genre 300 semaines qu'il fait 100 miles de course hebdomadaire. Lui, c'est capoté. Mais fait que C'est c'est lui probablement qui a un gros build-up de QSM que ça a pris des années pour se rendre là, ouais. puis mais ouais, je suis, mais c'est ouais, c'est impressionnant ça quand même. Oh my god. Puis Ouais. moi, hey, juste pour donner une idée, là, tu sais, puis on va rester dans la quantification du stress mécanique. Quand on parle de trail, tu sais, il y a aussi c'est dur de gager quand tu es nouveau, la trail, parce que, tu sais, quand tu fais de la course sur route, tu sais, c'est plat. Mmh. Puis quand tu fais du trail, ce qui est étonnant, c'est que ben, pas ce qui est étonnant, là, c'est pas ça c'est ce qui est différent, c'est que c'est le dénivelé. Le dénivelé Mmh. positif Ouais, puis le dénivelé négatif. Puis, tu sais, si tu peux faire une semaine à 60 kilomètres, puis la semaine d'après, tu peux faire un autre 60 kilomètres, mais la charge, le stress est complètement différent. je suis absolument d'accord. Puis il y en a un qui m'avait déjà dit tu sais, de prendre 100 mètres de D+, puis de transformer ça en kilomètres. Tu connais tout ça? Non, je connais pas ça. OK, c'est comme, des kilos efforts, là. Je sais pas comment l'expliquer, Ouais, là. mais en fait, ouais, je pense que j'ai déjà entendu parler de ça, mais je suis pas renseigné sur le sujet, là. Fait que Mais pour revenir, tu sais, mettons un peu à la course à pied, tu sais, le fameux 10 là, c'est-tu vraiment le standard? quand on parle de 10, on parle de la progression de 10 de volume par semaine, tu parles? Ouais. Ben, tu sais, c'est un bon moyen de s'assurer que tu sois assez progressif. Parce que, tu sais, la réalité, c'est que de personne en personne, ça va changer. Et probablement que des personnes qui sont super bien préparées, qui ont un gros background sportif, qui sont très solides musculairement, ils seraient capables de, surtout au début, d'augmenter plus que le 10. Heu, OK. il y en a d'autres, probablement que s'ils dépassent le 10, ils vont se blesser. Fait que c'est un bon, puis tu sais, il y en a même qu'à 10, ils vont finir par se blesser aussi, là. OK. C'est pas un Tu sais, ils ont fait des études, là, puis le sweet spot qui est quand même autour de ces zones-là de progression. Fait que, tu sais, c'est un peu un outil qu'on donne, mais c'est beaucoup du cas par cas. Il y a des gens que justement tu vas les voir, puis tu vas savoir que s'ils vont être capables d'en prendre plus, puis il y en a d'autres qui vont faire: «Je comprends pas, j'ai presque pas augmenté mon volume de course cette semaine, puis là, je me blesse». Selon le profil de la personne, puis selon ce qu'il te décrit, ben, il y a des personnes qui vont être capables de progresser plus vite, d'autres qui vont être moins vite. 10, je trouve que c'est un bon, point de repère. Fait que c'est comme un peu la nutrition, c'est toujours ça dépend. Oh oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a des règles générales qui s'appliquent tu sais, à la généralité de la population, là. Mais tu sais, quand quelqu'un vient dans mon bureau, ben, tu peux jamais assumer, tu sais, il y a pas de portrait que c'est tentant la blessure, puis tu sais exactement c'est quoi qu'il faut faire, puis tu sais exactement comment ça va progresser. Des fois, 2 personnes pour la même blessure, que tu fais les mêmes choses, il y en a un qui va guérir, exemple, en 4 semaines, d'autres qui va le traîner pendant 2 mois, tu sais. Est-ce que selon toi, quand tu donnes des exercices à tes patients, combien de pourcentage de tes patients les font réellement, tu penses? Ça, tu vois, ça dépend de plein de facteurs, encore une fois. Ben, les 2 facteurs les plus importants, j'ai envie de te dire, premièrement, moi, à quel point j'arrive à le convaincre que c'est important, puis lui, sa Mmh. perception de l'importance des exercices. Puis deuxièmement, le profil du patient aussi. Il y a des profils justement qui sont, exemple au CrossFit, là, et ça, c'est pas un physio, une clientèle bonbon parce que tu sais qu'il va faire tes exercices. Premièrement, Ouais. ils sont déjà habitués d'intégrer du accessory workout dans leurs entraînements. Fait que, tu sais, toi, ce que tu leur donnes, ben, c'est juste un accessory de plus, puis ils sont habitués déjà de fonctionner en série puis en rep, puis ils sont très stricts, tu sais, ils suivent souvent ce que tu leur donnes à la lettre, là. Puis en plus, souvent, les gens qui poussent dans le CrossFit, c'est des personnalités qui sont intenses puis qui ont besoin de revenir. C'est leur mode de vie, puis si ça leur empêche de faire du sport pendant 2 semaines, ils vont battre triper. Fait que c'est eux, ils font tout pour revenir le plus vite possible. Versus
Tu sais, un patient qui fait du sport pour le fun, mais qui aime pas tant ça, puis lui, mettons sa vie, il y a d'autres priorités dans sa vie, c'est un Ouais, son travail de pourquoi, il est pas bureau. aussi profond que, tu sais, son C'est pourquoi ça, puis son désir est pas. c'est ça, exact. Il fait moins, il y a des gens qui vont moins faire l'effort de prendre le temps de faire les exercices, là. Mais c'est mon pourcentage, je te dirais avec l'expérience, ça s'améliore aussi, là, parce que premièrement, tu captes mieux les profils, puis tu gages mieux comment tu expliques, puis comment tu donnes tes exercices. S'il y a des Mmh. personnes que, si tu leur donnes 5 exercices, c'est sûr qu'ils font pas. Il faut que tu leur en donnes un, tu le choisis bien, puis tu leur dis: «Chaque minute, je te demande de prendre chaque jour, je te demande de me donner 5 minutes pour faire tes exercices». Puis il y en a d'autres que si tu leur donnes un exercice, ils vont se dire: «Bon, tant qu'à faire un, ben, je le ferai pas». Fait qu'eux, il faut que tu les loads avec 5, 6 exercices pour que quand ils les fassent, ça vaille la peine. Mmh. Je comprends. Puis il y a des exercices qui parlent plus à d'autres, là. Tu sais, exemple, je sais pas moi, mettons, au CrossFit, tu pas capable de faire un snatch sans avoir mal, mais là, si je te donne un exercice puis que je te le vends comme un exercice qui va t'aider à faire un snatch sans douleur, ben, c'est sûr que tu as plus envie de le faire que si je te donne un exercice puis que tu comprends pas à quoi il sert, tu sais. Fait que dans le fond, le de l'importance puis la conséquence de faire l'exercice, tu sais, la récompense. Ouais, 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 c'est ça. Puis, tu sais, j'écoutais ton podcast, mais les épisodes que tu avais fait avec, Ismaël, là, puis, Ouais. je trouvais ça vraiment intéressant parce que, tu sais, la fixation d'objectifs en physio, il y avait tellement de points qu'en physio, je trouvais qu'on faisait un peu ça sans nécessairement mettre, les mêmes mots qu'Ismaël a réussi à mettre dessus, mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que finalement, c'est notre quotidien, ça, gérer les attentes puis les objectifs d'un patient. Ouais, tellement, là. Puis tu sais aussi, là, mettons, moi, avec mes expériences de physio, le seul bout parce que, tu sais, j'avais des physios, mais tu sais, ils me suivaient pas, tu sais, ben, j'ai pas été souvent sur des physios pour être honnête, là, pas assez souvent. Mais moi, ma question, c'est quand arrêter les exercices? Tu sais, souvent, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les exercices que le physio me donne. Puis là, Mmh. quand que ça se règle, j'arrête de les faire. Est-ce que c'est correct d'arrêter de les faire ou je devrais les continuer tout le temps? Tu sais, c'est quoi le cheminement de ça? Ouais. Ça, souvent, c'est du cas par cas aussi. Tu sais, j'ai tendance à dire que mon premier critère, faut que les 2 côtés soient rendus symétriques. Fait que supposons qu'on parle en termes de force, ben là, je veux que ta jambe droite soit rendue aussi forte que ta jambe gauche au moins. En termes d'amplitude, je veux que ta mobilité de cheville soit aussi bonne que ta mobilité, ben, à gauche comme à droite. Fait que c'est ça, déjà, c'est mon premier critère. Puis là, ben, tu sais, si on est parce que, tu sais, si tu arrêtes de l'entraîner, ce qui se passe, c'est que, ben, ça se peut que tu retombes dans une déficience. Tu sais, mettons, si avant, ce qui te manquait, c'est de la force, ben là, si tu arrêtes de le faire, peut-être que tu vas, il y a quelque chose dans ton quotidien qui fait en sorte que tu utilises moins mettons, tu es droitier, mais tu vas moins utiliser ta main gauche, puis là, tu as mal au bras gauche, mais là, si tu arrêtes de faire tes exercices à gauche, ben, ça se peut que ça revienne tranquillement. Fait que, tu sais, il y a pas d'exercice que je donne, à vitam aeternam, mais c'est sûr que plus Mmh. tu es capable de le maintenir, ben, plus tu vas l'entretenir aussi. Tu sais, c'est le même principe que l'entraînement. Tu sais, les exercices, au final, c'est de l'entraînement pour ta région du corps qui est blessée. Tu sais, si ton but, c'est de squatter le plus lourd possible, ben, si tu arrêtes de squatter, tu vas être rendu moins fort. Puis, tu mettons, moi, avec mon background de CrossFit, j'ai vraiment une jambe dominante, là, à cause que je Mmh. surutilisais, un côté. Tu sais, le CrossFit, c'est beaucoup, c'est pas du single leg tout le temps, là. Ouais, ouais, mmh. Quel test que, les coureurs pourraient faire à la maison pour savoir justement déterminer leur qui ont une jambe qui est plus forte que l'autre? Des tests maison sont vraiment faciles à faire, mais premièrement, les tests sont tous, unilatérales. Ouais, Fait que tu utilises une jambe à la fois, là. Puis tu sais ça, à la course à pied, c'est ultra important parce que la course, finalement, c'est une série de petits sauts sur une jambe que tu fais, que tu enchaînes. Fait que tu sais, la force des mollets, puis la force, du membre inférieur, en général. Je parle du mollet parce que le 1er test qui m'est venu en tête, c'est un test d'endurance des mollets. Mais tu sais, la jambe en général, c'est super important. Il y a un test qui est standardisé, là, qu'on utilise en physio. Tu te prends un métronome à, OK. 60 BPM, fait que ça veut dire un battement par seconde. Ton but, dans le fond, c'est de te mettre au mur. Tu as droit à un doigt de chaque main pour te stabiliser un peu. Fait que le but, c'est pas de tester l'équilibre, c'est de tester l'endurance, de ton mollet, là. À chaque bip, il y a un bip que tu montes, l'autre bip que tu descends. Fait qu'exemple, ton métronome fait bip, 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 bip. Fait que Tu bip, tu sais, il y montes. en a un que tu montes, l'autre que tu descends. Oui. Puis, tu essaies de toffer le plus longtemps possible.
on accepte 10% de différence. Fait que supposons que tu as une jambe que tu es capable de faire, 30 répétitions puis que l'autre est à 23, ben, elle à 23, tu sais qu'elle est moins forte. Puis là, c'est important de le tester justement unilatéralement parce que ton autre jambe est pas là pour compenser. Tu sais, si je te demande de faire des squats, une manière de pour moi de savoir si la jambe gauche ou la jambe droite qui fait plus de job, à moins que je te mette sur une plaque de force ou sur une balance. Faut-tu que la jambe est dépliée au complet? Parce que je sais que moi, j'avais déjà fait un test devant un physio qui m'avait dit, ben, déplie ta jambe parce que tu triches avec ta jambe. Oui, oui, c'est ça. Oui, parce qu'une des compensations, c'est que tu vas essayer d'utiliser, ton quad pour t'aider à te propulser, là. Fait que oui, on veut avoir la jambe complètement dépliée. Fait que, OK. tu sais, ça, c'était pour le mollet. Puis, tu sais, pour la jambe, il y en a un paquet, là, mais, tu sais, moi, celui que j'aime bien faire, c'est, des genres de single leg squat. Pas Mmh. pas pistol jusqu'en bas parce que, premièrement, à la course, c'est pas Stabilité. l'amplitude que tu as de besoin, puis deuxièmement, il y a une bonne partie de la population qui serait pas capable de compléter le test, Mmh. là. Mais tu sais, si tu mets une chaise à peu près, fait qu'on veut quelque chose à peu près à niveau du creux de genou. Puis même principe, tu sais, tu mets un métronome, puis là, ben, celui-là, ils le font à 30 BPM, là. Fait que tu sais, à chaque 2 secondes, tu as un bip. Puis pour chaque bip, faut que tu aies eu le temps de descendre puis remonter de la chaise à une jambe. Ah, OK. Fait que tu fais une rep complète. C'est ça. Au lieu d'être des demi-reps, si on veut, là. Entre toi puis moi, si tu le mets à 60 BPM puis que tu dis à chaque bip, faut que tu aies fait la moitié de faut que tu aies descendu ou remonté. Au final, je trouve que ça nous donne, un peu le même résultat parce que l'idée, c'est de voir la différence entre les 2 membres. Fait que, c'est tant que tu as les mêmes règles pour tester les 2 membres, ben, s'il y en a un qui sort plus fort, ben, ça te donne quand même une idée. Puis en faisant ce test-là, est-ce que ça prend en charge un peu, tu sais, le fessier puis le quad en même temps? Ouais, c'est ça. Ça prend en charge le fessier puis le quad, puis en même temps, ça nous permet de voir un peu le contrôle, que tu as de ton membre, là. Fait que, tu sais, si on voit qu'à chaque fois que tu montes, ben, ton genou, il shake, ben, là, on se doute qu'il y a peut-être quelqu'un dans la chaîne qui fait pas bien sa job. OK. Ouais. Puis, y aurait-tu d'autres tests qui seraient importants, tu sais, que les gens pour une symétrie ou ça vraiment ça englobe, tu sais, ça englobe tout, là? Ben, tu sais, ça, c'est plus la force brute, là, mais c'est sûr que, tu sais, il y a la réactivité au sol, il y a la stabilité aussi, que, tu sais, ça, c'est un peu moins en termes de force, mais, tu sais, réactivité au sol, exemple, ta capacité à sauter loin, heu fait que, tu sais, on a des tests qu'on appelle le hop test ou le triple hop test, là, que tu te mets à une jambe puis tu sautes le plus loin possible ou que tu enchaînes 3 sauts le plus loin possible. Et c'est un peu des manières qu'on a pour comparer, les 2 jambes. Là, on parlait de prévention de blessures. J'aimerais ça, Ouais. tu sais, qu'on parle un peu de la zone grise parce que, tu sais, je vais donner un exemple. Toi, tu travailles avec des athlètes, là, puis je pense que ça va être important de distinguer cette différence-là. Mais tu sais, il y a toujours une zone grise. Tu sais, il va toujours avoir de la douleur durant une compétition. Puis ma question, c'est quand qu'il faut endurer une douleur pour gagner la compétition Mmh. ou d'avoir une douleur qu'on doit arrêter, genre, direct là, parce que ça peut être grave? Oh ouais, super bonne question. Puis c'est ça, c'est le problème de beaucoup, beaucoup d'athlètes, là. Surtout, plus tu es dans un sport d'endurance que mettons que tu as moins de chances d'avoir une blessure traumatique, plus la nuance est dure à faire parce que ben, tu sais, dans le spectre, quand la douleur devient problématique versus quand elle l'est pas encore, ben, toi, tu le vis au complet versus, tu as une fracture, ben là, tu sais, c'est assez vite que tu as plus envie de courir. Mais pour te parler de ça, je vais être obligé de te parler de 2 concepts. Fait que premièrement, de finir mon explication sur la QSM, la quantification de stress Ouais. mécanique, puis aussi de te parler du peace and love. Fait que, tu sais, si on finit notre explication avec la QSM, là, tu as ta ligne rouge, puis là, tu as la ligne bleue que, tu sais, elle, notre but, c'est qu'elle reste en bas de la ligne rouge. Puis, tu sais, ce que tu décris quand on passe de la douleur à la blessure, c'est quand la ligne bleue dépasse la ligne rouge. Heu, puis, tu sais, ce qu'il Attends faut juste, je vais juste imager là, pour ouais, les gens là qui l'écoutent dans leurs yeux là, dans leurs yeux, qui l'écoutent dans leurs oreilles. Tu as la ligne qui est, mettons, imaginez-vous un tableau, tu as la ligne rouge qui est en haut, puis qui avec le volume, elle va augmenter, elle va tendre vers le haut, puis en bas, la ligne bleue, c'est le stress mécanique, puis elle va augmenter quand vous faites un entraînement, descendre avec du repos, puis le but, c'est de quantifier dans le fond graduellement pour que la ligne bleue pousse vers le haut la ligne rouge. C'est ça? C'est bien expliqué?
Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, en fait, tu sais, la ligne rouge, je la définis vraiment comme ta tolérance maximale. Tu sais. Faut juste pas que tu la dépasses. Puis, tu sais, elle est variable dans le temps. Tu sais, elle peut monter, elle peut augmenter. Elle peut Mhm. monter puis elle peut descendre, excuse-moi. Puis la ligne bleue, ben, elle oscille. Puis, tu sais, elle oscille à une vitesse beaucoup plus rapide. Dans une journée, ben, elle peut avoir piqué. Le lendemain, si tu fais rien, ben là, ta ligne bleue, cette journée-là, elle est super basse. Fait que, tu sais, quand ta ligne bleue, ben, quand le stress que tu imposes à ton corps, finalement, dépasse ce que ton corps est capable de tolérer, c'est là que tu te blesses. Là, Mhm. ce qu'il faut comprendre quand ça arrive, c'est que ta ligne rouge, elle va baisser un petit peu. Ça fait en sorte que la fois d'après, ta tolérance est moins grande. Fait que, Mhm. mettons, si je mets ça dans un exemple concret, là, encore une fois, je prends l'exemple que si tu n'as jamais couru, puis là, tout d'un coup, tu s'en vas courir pendant 2 heures, ben le lendemain, tu seras probablement raqué, tu vas probablement avoir des douleurs qui vont pas te donner envie de retourner courir 2 heures. Puis les tissus vont être probablement fragilisés aussi. Oui, c'est ça, exact. Ben, c'est ça. Fait que la répétition de ça, quand on dépasse constamment la ligne rouge, ben là, c'est là que les blessures apparaissent. Puis, tu sais, cette ligne rouge-là, ben, elle peut baisser de plus en plus aussi. Tu sais, ça commence tout le temps comme ça. S'il y a quelqu'un qui court, puis là, il aime bien ça, puis là, il court, supposons, 30-40 minutes par jour, puis là, il commence à avoir mal à 40 minutes. Là, il continue à courir, tu sais, il se dit, bon, ça va passer. Finalement, une semaine plus tard, ça commence à faire mal à 35 minutes parce que sa ligne rouge abaisse puis sa tolérance est moins grande, mais lui, il s'adapte pas. Tu sais, sa ligne bleue continue à monter au même niveau, mais sa ligne rouge, elle, abaisse de plus en plus parce qu'on est tout le temps en train de la dépasser. Fait que là, finalement, ben, on passe de 35 minutes à 30, puis là, finalement, quand il arrive à mon bureau, monter les escaliers, ça lui fait mal. Mhm. Fait que, fait que, tu sais, il y a toute cette gestion-là à prendre en compte, là. Puis c'est un peu le même principe dans les blessures traumatiques aussi, tu sais. Quand tu viens de te faire une entorse de cheville, ben là, c'est un cas extrême de la ligne bleue dépasse ta ligne rouge. Fait que là, ta ligne rouge est rendue super, super, super bas. Fait que là, les premiers jours, juste marcher, ben ça va te faire mal. Fait que c'est fait que cette quantification-là du stress, le but évidemment, c'est de pas dépasser la ligne rouge, mais tu veux pas rien faire non plus. Dans le sens que, tu sais, si pendant 3 mois, je te dis: «Arrête de faire tout sport, reste dans le lit, repose-toi», Ah, ça. biologiquement, ton tissu va probablement guérir, mais si tu tout déconditionné, ta ligne rouge est rendue basse justement parce qu'elle est plus exposée à aucun stress. Le fameux dicton «Use it or lose it», là. Ouais, ouais. Si tu l'utilises pas, ben, ton corps se déconditionne. Fait que, tu sais, on n'est pas plus avancé finalement. Fait que, il y a quand même un stress minimal que ton corps a besoin pour continuer à devenir plus fort. Fait que, si on se souvient du graphique, c'est la troisième ligne, c'est la ligne verte, là, qu'elle est comme plus basse que la ligne rouge. Euh, Puis, ben, c'est ça, c'est un niveau d'activité que tu veux atteindre au minimalement pour que ton corps il devienne de plus en plus fort. Fait que le but, c'est tout le temps de rester entre la ligne rouge puis la ligne verte. Avec la ligne bleue reste dans l'entrezone des deux, là. Par contre, tu sais, au début, la fenêtre est très petite quand tu viens de te faire mal. Euh, OK. Ça veut dire que tu as Puis, pas beaucoup de jeux pour atteindre le minimum que tu as de besoin pour être de mieux en mieux, mais heu, ben, ça, tu pas entre le niveau minimal qu'il faut que tu atteignes puis en faire trop. Fait que ça, c'est la partie qui est difficile à gauger. Puis plus tu vas mieux, ben, plus ta ligne rouge, elle augmente. Fait que plus cette fenêtre-là, a grossi aussi. Fait qu'à la fin, ben, exemple, si tu pas blessé ou que, tu sais, au début, tu étais blessé, puis là, on est rendu, 3 mois plus tard, ben, ton jeu, ta marge d'erreur est beaucoup plus grande. puis si, avant de parler de Peace and Love, mettons en, en situation de compétition, un peu comme, tu sais, quand Ben, je vais donner l'exemple parce que tu la connais bien, là. Tu sais, Ben Mmh. en compétition, qui a mal au quad, Ouais. puis qui prend la décision de continuer. C'est pas la question, c'est pas de juger la décision à Ben. La question, c'est plutôt, tu sais, en parallèle, si tu as un athlète qui est au kilomètre 40 d'une course de 80, puis qui a une Ouais. douleur qui est comme alarmante, ben, qu'est-ce qui va faire trancher qu'on doit arrêter immédiatement ou Mmh. de dire, ah, ben, cette douleur-là, elle me fait très mal, mais je vais grinder pour gagner la course. Ouais, super bonne question. Fait que là, il y a, ben, premièrement, la nature de la blessure. Ça, des fois, c'est pas tout le temps évident à savoir, là. Mais la Mhm. nature de la blessure, est-ce que si tu pousses trop, tu vas t'empirer? Est-ce que si tu pousses trop, tu as des conséquences qui vont être, entre guillemets, «irréversibles» ou qui vont t'impacter, dans ton futur à long terme, mettons? Il y a le contexte. Fait que supposons que, justement, tu es, en finale des Jeux olympiques, puis là, tu te fais mal, ben, il y a des bonnes chances que le contexte est assez important pour que tu décides de quand même pour qu'on décide qu'il faut quand même que tu joues ou que tu finisses ta course. Heu
Puis, ben, le troisième élément, en ce qui me vient en tête rapidement, là, puis c'est elle probablement la plus importante, c'est, l'athlète, c'est quoi qu'il a envie de faire. C'est OK. l'athlète en connaissance de cause. Est-ce qu'il a envie de quand même pousser ou est-ce qu'il se dit: «Mais là, c'est assez»? Puis là, le contexte, il va beaucoup jouer. L'éducation qu'il a sur sa blessure va jouer beaucoup aussi, là. Fait que, c'est nous, notre job en tant que physio, c'est beaucoup d'expliquer aussi les risques-bénéfices, là. Ouais. C'est quoi le ratio que tu as, à travers C'est ça? quoi l'enjeu, là? Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, supposons que puis là, je veux pas minimiser, mais tu sais, supposons que tu es dans un tournoi, de hockey en secondaire 1 puis ou que c'est un match de saison régulière, ben, tu sais, lui, si tu as une blessure qui peut t'impacter, ben, j'ai tendance à t'arrêter plus rapidement que quelqu'un justement qui, il fait ça de sa vie, qui a un enjeu monétaire, que ben, c'est un enjeu de carrière aussi, que lui, ben, s'il faut vraiment qu'il continue, ben, même si j'ai dit: «Arrête», ce qu'il va le faire quand même, tu sais, j'irai pas physiquement, l'empêcher de faire, d'aller Ouais, courir ou ouais. de faire son sport, là. Ben, tu sais, dans ce cas-là, ben, si tu pour le faire quand même, ben, je vais au moins t'outiller du mieux possible pour que tu réagisses le mieux possible. Fait OK, je comprends. Ça fait que dans le fond, là, c'est vraiment à l'athlète d'être, je vais dire self-aware, là, j'ai comme pas d'autres, mots, mais tu sais, d'être self-aware d'un côté de, heu, le genre de douleur, puis le contexte dans lequel il est, tu sais, le rapport risque-bénéfice. Puis la job d'un physio, c'est de vraiment évaluer, dans le fond, les conséquences, pas les conséquences, mais la tu sais, de vraiment comme, c'est quoi la situation actuelle, puis c'est quoi justement. Mettons, c'est quoi le scénario qui pourrait arriver si tu continues versus si tu Ouais, t'arrêtes? Ouais, ouais, puis tu sais, il y a des scénarios justement qu'on va devoir tu sais, qu'on n'a pas le choix d'intervenir puis de leur dire: «Hey, là, ça marche pas, faut que tu arrêtes, là». ouais. Heu, puis, ben, c'est ça, tu sais, je pense que, tu sais, au début, on parlait de background. C'est je pense une des affaires qui me permet beaucoup de relate, c'est justement, j'ai joué sur des games de football sur un bras fracturé. Mais Ah je ouais. m'étais fracturé au deuxième quart, puis finalement, j'ai fini la game, là. Puis, puis en tout cas, bon, dans le temps, on savait pas que c'était une fracture, mais la physio était quand même pas, tu sais, elle avait pas envie que je joue, puis tu sais, moi, j'avais pris la décision quand même de jouer. Puis tu sais, OK. c'est sûr qu'il y a une question d'âge aussi, là, tu sais, quand tu es jeune, ben, des fois, on a la ceinture plus serrée un peu parce qu'on pense qu'au niveau du jugement, tu sais, des fois, c'est quand on est jeune, on se sent invincible, puis on Ouais, pense pas ouais. tout le temps, à ce qui va se passer ensuite, là. Fait que des fois, on est plus ferme, à ce niveau-là. Mais tu sais, je pense que le fait d'avoir ben, c'est ça, tu sais, j'ai joué sur des fractures, j'ai eu une blessure que ma physio m'a dit que ma saison était terminée, puis que c'était ma dernière saison collégiale, puis que j'essayais de me faire recruter pour le Rouge et Or, tu sais? Fait que c'est des contextes comme ça que je les ai vécus, puis je comprends un peu, dans quoi l'athlète s'embarque. Fait que, tu sais, Mmh. des fois, c'est, justement dans ce cas-ci, dans ces situations-là qu'on décide finalement qu'il joue ou qu'il joue pas. Ben, tu sais, le fait que tu l'aies vécu, je pense que ça donne une valeur à tes arguments puis tes conseils. Mmh. Mais oui, il y a comme plein de choses à prendre en considération pour savoir si ton athlète, on devrait-tu qu'il est-ce qu'il devrait continuer ou est-ce qu'il devrait pas continuer? Puis tu sais, en entraînement versus en compétition, évidemment, c'est différent aussi, là. Mmh. Puis ce qui est intéressant aussi quand on comprend bien la quantification du stress mécanique, c'est qu'on peut se donner des points de repère pour savoir quand est-ce que tu es en train de dépasser ta ligne rouge. OK. Moi, surtout pour les athlètes d'endurance, puis pour les athlètes en général aussi, là, Heu, ce qui va m'importer, ça va être ton niveau ton intensité de douleur, parce que la douleur, c'est ton signal, surtout en aigu, là, c'est ton signal, qui est très fiable pour savoir on est-tu en train de se mettre dans le trouble ou pas? Ton intensité de douleur, puis aussi la durée, de cette douleur-là après. C'est plus cette douleur-là dure longtemps après, plus c'est un signe que tu es irritable. Fait que supposons, tu sais, tu cours, puis là, tu as mal, on va dire au tendon d'Achille. Pendant la course, tu as mal, puis là, après la course, 10 minutes plus tard, c'est comme si tu avais jamais rien fait, puis tout va bien. Ça me dérange pas tant que ça.
Si tu cours, puis là, tu as un petit peu mal, même limite moins mal que dans mon scénario A, mais là que 2 jours plus tard, ben, tu as encore de la misère à marcher puis tu es en train de boiter, ben ça, c'est un signe que tu étais irritable puis que là, on a dépassé la ligne rouge. Fait que tu sais, il y a des cues comme ça qu'on peut donner que justement on se base sur la quantification du stress pour Puis donner ces tu dirais, recommandations. si tu à énumérer dans le fond tous les moments clés qu'un athlète doit faire comme un genre de scan puis d'évaluer sa douleur, ce serait de quoi Mmh. tous les moments clés autour de l'entraînement qu'un athlète, tu sais, comme c'est avant, après, Ouais, comprends-tu? ben là, premièrement, dépendamment du type de blessure, fait que c'est toutes les informations que j'aime avoir sur la douleur, là, c'est premièrement, est-ce que ça te fait mal dès le départ ou est-ce que ça t'arrive, plus tard ou est-ce que à mesure que tu t'échauffes, la douleur rapporte progressivement? Fait que c'est ça, Mmh. ça me donne beaucoup d'informations sur la nature de la blessure. Puis là, ensuite, tu le pendant, comment tu te sens évidemment. Puis là, le après. Tu sais, moi, un threshold que j'aime donner, c'est si ça fait mal plus que 45 minutes à 1 heure après, ben là, probablement que tu as été un peu trop dans ta zone rouge puis que là, tu t'es irrité un peu. Mmh. Fait que tu sais, le 1 heure après, j'aime beaucoup ça le prendre en compte. Plus tard dans la soirée aussi, fait que si on parle plus entre 3 puis 12 heures, on va dire. Puis le lendemain matin. Mmh. Puis là, tu sais, mettons dans mes critères, mettons, là, si tu dépasses le 1 heure, ben là, pour moi, c'était irrité. Fait que là, fait que c'est sûr que si tu mal le lendemain matin, ben, tu es encore plus irrité. Fait qu'on on veut pas dépasser nécessairement le 1 heure, puis le lendemain matin, on veut que tu te réveilles, puis que tu te sens frais. Mais ça peut quand même être un bon point de repère. Tu sais, exemple, après une blessure, quelqu'un, tous les matins, il se réveille avec une douleur à 6/10. Puis là, progressivement, le matin, il commence à être à 5/10, à 4/10, à 3/10, mais là, on voit quand même qu'il y a une progression au fil des jours ou des semaines. OK, fait que c'est vraiment des points précis, puis aussi de regarder dans le fond comme la moyenne sur une plus longue durée, la progression de ta douleur, hein. C'est ça, c'est comme des points de comparaison pour voir ton évolution. Est-ce qu'on s'en va dans le bon sens ou est-ce que crème, c'est stagnant, puis il faudrait peut-être qu'on gère encore un peu plus ta ligne rouge, que si t'es complètement dépassé, t'as complètement dépassé la ligne rouge, puis là, il faut carrément juste qu'on baisse. Parce que ça arrive OK. aussi que des patients ils soient irritables. Sinon, ils arrivent à augmenter le volume d'entraînement, euh, mais que le matin, tu sais, ils restent à exemple 3/10 d'irritation. Ben, tu sais, ces personnes-là sont quand même en train de progresser parce que ton volume, il augmente. Tu es capable d'en faire plus pour la même quantité d'irritation. Fait que Mmh. ça tu es quand même en train de t'améliorer, mais tu sais, des fois, si le but, c'est que tu aies plus mal, ben là, si on voit que crème, tu augmentes le volume mais tu es encore irrité, ben crème, on va arrêter d'augmenter le volume jusqu'à ce que tu sois plus irrité. Puis là, ensuite, on va partir sur des bonnes bases, puis là, on va monter plus rapidement après. Tu refais là un peu la quantification du stress mécanique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu sais, si tu irrité le matin, c'est que tu sens peut-être dépasser un peu trop ta ligne rouge. Fait que, tu sais, on va s'assurer pendant une couple de jours qu'on la dépasse pas. Puis là, une fois qu'on sait qu'on va pas la topper, ben là, ça nous donne plus d'espace puis de jus pour que tu fasses tes affaires puis qu'on n'ait pas peur qu'à chaque fois, tu sois encore en train de descendre. Ça, c'est des erreurs qu'on voit beaucoup, mais tu sais, autant chez l'athlète amateur que l'athlète élite, là. OK. Ben, là, justement, avec son quad, mettons, c'est arrivé une couple de fois qu'il fallait qu'on ait une discussion de «Hey, là, tu t'ambitionnes», puis des fois, on réalise pas, tu sais. Ouais, Surtout ouais, je comprends. comme je disais tantôt, quand physiologiquement, tu es très fort, mais que mécaniquement, ton corps est pas prêt à supporter la charge mécaniquement, ben, J'ajouterais c'est là qu'on tu sais, la dimension mentale que, tu sais, mettons Ben, puis mettons, moi, quand je m'entraînais beaucoup, mentalement, on est capable d'encaisser énormément de volume. Tu sais, je comprends ce que mmh dans notre tête, Ouais, on est capable. Tu sais, ouais, un nombre X de volume, dans notre tête, c'est facile. ouais. Puis c'est dur de jouer avec ça, je trouve. Tu sais, de dire: «Hey, crime, je fais pas beaucoup, puis c'est trop». Ouais, ouais, absolument. Puis c'est justement, c'est un enjeu qu'on a beaucoup eu avec Ben, là. Puis, en tout cas, j'ai demandé juste avant le podcast si j'avais le droit d'en parler parce que je me doutais qu'on allait peut-être se diriger vers là, puis il m'a donné le droit. Mais, Ouais. mais tu sais, là, premièrement, tu sais, il y a plein d'affaires qui peuvent influencer. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas juste le volume, mais c'est l'intensité aussi. Ouais. Fait que là, supposons, là, si tu cours à
6 minutes du kilo, mais c'est pas la même chose que si tu cours à 3 minutes 30 du kilo. Mhm. L'intensité va faire en sorte que c'est plus difficile. Puis, c'est exemple sur le genou, là, tu sais, mettons, Ben, il était capable de squatter, mais il était pas capable de faire des burpees. Parce que, mais sans sécurité, je parle. Parce que Mhm. justement, l'aspect de vitesse, mais ça fait un peu comme de la pliométrie, là. Ça venait Ouais. l'irriter. Puis là, Ben, à un moment donné, ben, justement, tu sais, on avait de la misère à courir, mais tu sais, le reste allait quand même bien. Puis Ben, il m'arrive avec un training, il me dit: «Hey, prends pas les burpees, quand j'en fais, ça me fait mal, nanana». Puis là, tu sais, moi, j'y demande, OK, mettons, tu t'en fais combien? Ah, j'en fais vraiment pas beaucoup, tu sais, c'est supposé être facile pour moi. Je faisais, 16 burpees par minute, puis je faisais 10 Ben, rondes. Là, tu fais OK. Fait que 16 fois 10, ça donne 160. Fait que, tu sais, tu es en train de me dire que tu as de la misère à courir 10 minutes en continu, puis là, tu viens de te taper 160 burpees. Fait que, tu sais, avec Ben, on a vraiment, ben, là, il est rendu beaucoup moins irritable, fait qu'on est capable de plus se fier un peu à ses sensations. Mais tu sais, pendant un bon bout, là, on s'est dit: «Tu as droit à tant de reps par jour, puis ouais, tel, ouais. tel, tel mouvement rentre dans cette catégorie-là». Fait qu'exemple. C'est tellement tough le CrossFit, tu sais, Mmh. complexe, là. Comment Oh oui, quantifier c'est ça. tous les exercices puis toute la charge sur le genou, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, puis des affaires, des fois, tu y penses pas, là. Tu sais, mettons, du GHD, tu sais c'était quoi pour te soutenir. C'est ça, faut que tu le prennes en compte. Tu sais, mettons, Mmh. si c'est l'impact qui faisait mal, courir, ça rentre en ligne de compte. Burpees, on les compte dans le nombre de reps que tu as le droit de faire. Le nombre de fois que tu fais des ring muscle-up puis que tu tombes à terre, faut qu'on le compte aussi. Ben oui, c'est tout, là. Tu sais, il y a plein d'affaires que des fois tu y penses pas, mais tu je sens que ça paraît comme un rien, mais quand tu un membre blessé, ben, c'est toutes des affaires, tout ce que tu fais dans ton quotidien rentre dans ce qui fait augmenter ta ligne bleue. Fait que vraiment, mais exemple, quelqu'un qui fait de la course puis qui change de job peut avoir un impact sur son entraînement, son volume. Tu sais, s'il passe d'un emploi de bureau à un Ouais, emploi de construction, ben là, c'est ouais, une autre histoire, là. ouais, 100%. 100%, puis même des fois le contraire peut avoir un impact aussi, là. Puis des fois juste dans le bonheur que tu as au travail, tu sais comment dans toutes les sphères de ta vie, tu es bien et ça peut jouer sur ta capacité à tolérer des charges ou des stress, là. Tu sais, il y a du monde des fois qui arrive justement puis que ça va pas, mais tout dans leur vie va pas. Fait que tu sais, tu te dis: «Mais là, crème, faut qu'on gère tout le reste aussi avant, là». Puis, Mmh. mais non, c'est ça, il y a vraiment plein, plein, plein de choses qui peuvent entrer en ligne de compte pour la ligne rouge. Puis là, OK, mettons, on passe, quelqu'un s'est blessé. Là, on parle du peace and love pour les gens qui connaissent pas c'est quoi. C'est quoi le peace and love? Ouais. Ouais, fait que le peace and love, là, c'est rendu, c'est un protocole, hein, je vais appeler ça comme ça, un protocole de Mmh. prise en charge de blessures en aigu. Fait que ça, c'est quand tu viens de te blesser. Tu sais, avant, là, on appelait ça, le ice, le rice, le police. Il y a eu ça, puis en français, on appelait ça le grec, là. Grec, c'est pour, glace, repos, élévation, puis compression. OK, Fait que là, maintenant, on est rendu avec le peace and love. Fait que le peace and love, on le sépare en 2 étapes, en 2 parties. Fait qu'on a le peace, que ça, c'est au début, puis le love, c'est dans les jours d'après. Fait que c'est l'acronyme peace, là, le P, c'est pour, protection. Fait que là, premièrement, OK, supposons, on prend l'exemple d'une entorse de cheville, entre elles. Tu te vires la cheville, ben là, au début, ben, on va mettre une protection. Tu sais, tu veux pas empirer la blessure, fait que la manière de te protéger, ça va être de se mettre en béquille. Fait que si on veut arrêter de continuer à mettre de la charge ou du stress sur ta cheville. Fait que ça, c'est notre P. On a le E, que ça, c'est élévation. Fait que, le but, dans le fond, de ça, c'est que l'enflure ou l'inflammation ne s'accumule pas, dans un membre, surtout quand c'est distal. Fait que là, supposons que c'est dans la cheville, mais là, ce qu'on va vouloir faire, c'est élever la cheville plus haut que le cœur pour que la gravité nous aide à faire en sorte que l'enflure s'accumule pas puis que ça te fasse une grosse boule, au bout de la faire jambe. comme descendre le liquide, là. Exact. Ça, c'est le E. On a le A, que ça, c'est quand même, une nouveauté quand ça a été sorti, là. Le A, c'est pour anti-inflammatoire à éviter. En anglais, c'est avoid anti-inflammatories. Attends, j'ai une petite parenthèse pour le E. Vas-y. Elevation que, tu sais, les genres de comment tu veux dire? Les jambières de compression, ça rentre-tu là-dedans? Ça rentre pas là-dedans, ça rentre dans le C qui est pour compression. OK, OK, bon, Mais c'est bon. oui, ça fait partie d'une bonne prise en charge en aigu. OK, c'est bon. Fait que le A.
Avoid. Ouais, avoid anti-inflammatories. Fait que ça, tu sais, ça, dans le fond, c'est un sujet qui est beaucoup débattu dans le monde de la science, là, à savoir est-ce que c'est bon ou pas d'avoir, ben, de prendre des anti-inflammatoires. Fait que, tu sais, à nous, on se faisait dire prendre la glace, prendre des Advil, nanana. Justement, les gens qui ont fait le Peace and Love, puis ça, d'ailleurs, c'est des Québécois, là, ils remettent tout ça en question. Ben, probablement que c'est Fait remis en question avant, mais c'est eux qui ont trouvé l'acronyme qui est puis utilisé aujourd'hui, là. pourquoi Heu, les éviter? ouais, parce que l'inflammation, ce qu'on réalise, c'est que, ben, premièrement, c'est un processus naturel du corps. Puis, tu sais, il y a pas grand-chose que notre corps il fait qui sert à rien. C'est l'inflammation, hein, au final, ce que ça nous permet, c'est de mieux guérir de nos blessures. Ce qui se passe un peu, là, si j'essaie de faire, donner une image, c'est comme si quand tu te blesses, tu as une maison qui vient de pogner en feu. Mmh. Fait que là, ta maison est en feu. Puis là, quand le feu est fini, l'inflammation, là, c'est un peu comme tous les petits ouvriers qui viennent ramasser les débris après. Fait que ça, ce que ça fait quand l'inflammation fait sa job, c'est que tu peux rebâtir une nouvelle maison, logiquement, en ce cas, tu refais tes tissus, sur un terrain qui est plat, puis qui va finir par avoir une maison plus stable. Mmh. Quand tu coupes l'inflammation, ben, c'est comme si tu empêches ces ouvriers-là d'aller ramasser tous les débris. Fait que finalement, tu refais une maison sur un terrain instable, sur ce qui restait de l'ancienne maison. Puis souvent, à moyen puis long terme, ça va donner un tissu qui va être plus à risque d'être fragile. OK. Fait que là, puis là, tu sais, il y a un juste milieu aussi. C'est quand il y a trop d'inflammation, ben là, ça t'empêche d'être fonctionnel. Fait que là, tu bouges pas. Puis finalement, ça nuit un peu à la guérison aussi. Fait qu'il y a comme un juste milieu à trouver. Puis là, il y en a qui disent que, ben là, faudrait que t'en prennes un petit peu. Il y en a que c'est après tant d'heures, faudrait que tu le prennes. Mais tu sais, comme c'est débattu, tu sais, une philosophie qu'on a beaucoup, c'est que quand tu es un professionnel de la santé, tu as le fardeau de la preuve. Fait que si tu OK. recommandes à quelqu'un de faire quelque chose, faut que tu sois capable de lui dire que c'est parce que ça va être efficace. Fait OK. que si on n'est pas capable de dire hors de tout doute que les anti-inflammatoires sont efficaces, ben peut-être qu'on est mieux de laisser le statu quo, puis de OK. laisser ton corps faire son travail comme il a fait pendant plusieurs millions d'années, tu sais. Mmh. Avant Je que comprends. les anti-inflammatoires aient été inventés. C'est quoi les moi, j'en ai jamais pris honnêtement, là. C'est quoi les anti-inflammatoires qu'il y a de disponibles? Les plus populaires, c'est les Advil, les Aleve, du Voltaren, fait c'est ça, de l'ibuprofène. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, mettons les Tylenol, ça, c'est de l'acétaminophène, OK. puis ça a pas d'anti-inflammatoire là-dedans. Fait que ça masque la douleur seulement. OK. Fait que, tu sais, mettons, ça serait pas grave d'un point de vue guérison que tu en prennes après t'être blessé parce que ça joue pas sur l'inflammation. Là, ben, comme les anti-inflammatoires quand tu en prends, là, le piège, c'est tout le temps, vu que tes signaux de perception de la douleur sont perturbés, ben, tu es moins bon pour repérer quand tu es en train de dépasser ta ligne rouge. Je comprends, je comprends. Ça fait du sens. Ça fait totalement du sens. Mais c'est ça, fait que puis tu sais, l'autre affaire qui rentre en compte aussi puis qu'il faut qu'on gauge en tant que professionnel de la santé, c'est ça a tellement longtemps été véhiculé que quand tu te blesses, faut que tu mettes la glace, faut que tu prennes des anti-inflammatoires, que souvent les gens, ils ont une perception positive que ça de ça, puis juste le fait d'avoir c'est l'effet placebo que c'est quelque chose qui fonctionne, mais ça a une Mmh. valeur aussi, en tout cas pour moi. Tu sais, c'est comme de gager un peu, tu sais, quelqu'un qui, lui, est convaincu que faut qu'il mette de la glace, faut qu'il prenne des anti-inflammatoires pour guérir. Ben, peut-être que si j'ai dit: «Faut absolument pas qu'il en prenne», finalement, ça va lui nuire parce qu'il a l'impression de pas prendre ce qu'il faut pour l'aider, tu sais. Ouais, Fait je qu'il y a comprends. comme une balance à trouver là-dedans aussi, là. Mais mettons d'un point de vue très, très froid et objectif, là, on devrait pas recommander des anti-inflammatoires. OK. Fait qu'on évite la glace puis les anti-inflammatoires. C'est ça, exact. OK. Heu, fait que c'est ça. Ensuite, on a le C que ça, c'est pour compression. Fait que comme tu l'as bien dit, là, les bandages de compression, le but, encore une fois, c'est pour éviter que l'enflure elle s'accumule. Fait que, tu sais, en mettant une petite pression, ben, tu empêches l'expansion des tissus mous aussi, là, dans ton corps. Mmh. Puis le E, ça, c'est pour éducation. Fait que ça, c'est la job beaucoup du thérapeute, là. Fait que ça, c'est la partie qui est très importante comme depuis le début, comme on disait. C'est quoi la nature de ta blessure? C'est quoi ce que tu as le droit de faire, que tu pas le droit de faire? C'est quoi mettons, l'horizon? Tu sais, c'est quoi notre pronostic pour ce qui va arriver? Fait que, tu sais, ça,
ça complète notre piste, que ça, souvent, c'est dans les premiers 24 à 72 heures, j'ai envie de dire. Pour l'éducation, là, on est en Mhm, 2025, bientôt 2026, là. mhm, Probablement que l'épisode va sortir en 2026, là. Les gens aujourd'hui, ce qu'ils font pour l'éducation, ils vont plus sur Google, ils vont sur ChatGPT, sur mhm. l'intelligence artificielle. Ma question est, c'est quoi les limites de l'intelligence artificielle? Puis c'est quoi la différence quand que tu t'éduques auprès d'un physiothérapeute, d'un physio? Ouais. Ben, premièrement, les AI, là, ben, franchement, sont quand même bons, OK? Ils sont rendus pas pire, en tout Sont cas. ouais, sont quand même bons. Par contre, le gros hic de ça, si on veut, c'est sont bons quand tu leur donnes la bonne information. Ah ouais, je comprends. Fait que, tu sais, supposons que tu omets de mettre les informations ou que, tu sais, tu balances mal l'importance de ce que tu lui donnes, mais ça change son diagnostic. Je Je sais pas si on peut comprends. appeler ça un diagnostic, là, Ouais, mais en non, tout non, cas, je pense ce pas. qu'il dit que tu Fait que ouais, je comprends. Toi, mettons, toi, tu lui demandes tu lui fais une affaire, ben, tu sais, vu à cause de tes connaissances, tu vas le diriger mieux pour qu'il te donne la meilleure réponse versus quelqu'un qui il va donner des infos plus génériques. Mais là, la réponse qui sort, ça va être pas bon, là. Ouais, ben, c'est ça. Puis ça sera pas nécessairement pas bon. Parce qu'en fond, l'information qu'elle va te donner, probablement qu'elle va être vraie si c'est la bonne pathologie, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, des fois, ben, tu sais, mettons, nous, ce qu'on va faire, c'est on va être capable d'aller creuser un peu plus. Tu sais, si on est. Puis on voit beaucoup de patients aussi, là. Fait qu'on est capable de faire des liens, puis de Ah, ça, j'ai déjà vu ça, ça ressemble à ça. Puis finalement, au début, je pensais que c'était telle chose. Finalement, en évoluant, on s'est rendu compte que c'était autre chose. Fait que, tu sais, ça, tu es capable de créer ces raccourcis-là avec un peu d'expérience pour justement arriver à quelque chose, à une analyse peut-être un peu plus complexe, là. Puis de justement poser les bonnes questions puis de prendre plus de choses en compte. Tu sais, mettons, le AI, lui, il sait pas si tu es une personne anxieuse ou si tu as beaucoup de choses qui se passent dans ta vie si toi, Mmh, tu lui dis pas, là. Versus, tu je sais, comprends. le contact humain, ça te permet quand même des fois de le filer puis de trouver la bonne manière de poser les questions ou en tout cas, de chercher tes réponses, là. Mmh, Puis l'autre affaire aussi, c'est que les AI pensent pas nécessairement à la réalité dans laquelle tu vis. Fait que, tu sais, exemple, on vient à l'exemple de Ben, là, qu'on essaie de quantifier le nombre de reps qu'il faisait sur son genou. Tu sais, je te garantis que les AI, ils pensent pas à quand il atterrit de son ring muscle up. ouais, ouais, non, c'est ça, je comprends. Ouais, Ouais, fait que ouais. Fait que Ouais, c'est fait ça, que tu sais, tu il y ça a il y a vraiment le contact humain aussi, je pense que ça a une valeur là, de se sentir écouté, de se sentir compris. ouais. Mais s'il y a quelqu'un qui veut absolument utiliser le AI comme première ligne pour, mettons, s'auto-diagnostiquer un peu, si on veut, c'est pour des conseils de base, j'ai quand même été agréablement surpris de patients qui utilisaient ça. OK, OK. Mettons, les premières recommandations, c'est quand même arrivé que ça disait la bonne affaire, mais ça arrivait ben, c'est ça. Parce que, tu sais, les conseils de base après une blessure, ça regroupe plein d'affaires. Tu sais, tu peux avoir le mauvais diagnostic, mais quand même avoir la bonne pratique parce que, ben, tu sais, que ça soit une entorse ou un claquage ou une fracture ou ci ou ça, ben, au début, le peace and love, il s'applique quand même, tu sais. Fait que faut faire attention, puis c'est à utiliser judicieusement. Mais tu sais, nous, en physio, on essaie de plus en plus justement d'intégrer le AI à nos séances, justement parce que, ben là, déjà pour la prise de notes, ben là, c'est fantastique si le Ouais, ouais. AI enregistre il prend tout, là. Mais aussi, tu sais, des Mmh. fois, ça peut te donner des diagnostics, différentiels auxquels tu n'aurais pas pensé nécessairement. Mmh. Heu, moi, personnellement, là, ma position par rapport à l'intelligence artificielle, c'est beaucoup moi, je le vois beaucoup comme un assistant accélérateur. Je le prends pas Mmh. comme je le prends pas comme une finalité ou un expert. C'est vraiment un assistant où est-ce que il m'emmène des angles différents. Puis, tu sais, je fais c'est moi la dernière étape, c'est moi, mais lui, c'est comme tu sais, c'est comme il m'aide puis il accélère les choses. Oui, c'est ça, je suis 100% d'accord. Puis nous aussi, c'est comme ça mais en fait, je pense que moi, je juge que c'est ça la bonne utilisation, là. C'est si toi, tu pas les connaissances pour valider ou invalider ce que le AI dit, ça devient difficile de l'utiliser à son plein potentiel. Ça close le piece qui est vraiment immédiatement après la blessure. Mhm. Puis le Ouais, love, la c'est ça. deuxième partie, ça serait Ye- Yes, fait que là, love, le L, c'est pour loading. Fait que c'est ça, c'est carrément notre quantification du stress mécanique, là. fait que là, on rentre dans la reprise du sport. Même avant ça, OK. tu sais, dans le fond, le loading, là, c'est comme je te dis, tu sais, ta ligne rouge est
est rendue, très, très, très basse, là. Fait que toi, tu veux trouver la zone entre la ligne verte puis la ligne rouge. Hem, ben, c'est ça, attends un peu, je cherche mes mots, Ouais, non, il y a pas de stress, là. Comme je t'ai dit, moi, je peux couper, là, au yes, montage, là. parfait. Mais t'es bon, Ouais. j'ai même pas réalisé qu'on rentrait dans le podcast. En vrai, j'ai Ah, «Ah yes! bon». Ouais. Ça, c'est En bon, vrai, ça. ça faisait 20 minutes, j'ai fait: «Bon, ben, I guess qu'on est rentré». Eh, alright, parle-moi de ça. C'est Ouais. réussi. Mais non, t'es bon, mais c'est ça, fait que le love, ça, c'est pour loading, fait que c'est carrément notre, quantification du stress, là. Puis tu sais, comme je disais, même avant de recommencer le sport, si ton but, c'est d'être actif le plus vite possible, sans que ça dépasse la ligne rouge. Fait que supposons pour une entorse de cheville, si après 3 jours, d'entorse, tu es capable de marcher sans avoir mal, va marcher sans avoir mal. Comme je disais, on Mhm. se fie beaucoup à la douleur, là, fait que notre threshold de douleur, c'est jusqu'où on est capable de se rendre avant que ça apparaisse. Fait que ça, je me fie beaucoup à ça. Puis tu sais, un inconfort, je suis capable de vivre avec, là, souvent. C'est vraiment une douleur, tu sais, on va dire moyenne, là, que ça, j'aime moins ça. Mais c'est si tu es capable de marcher après 3 jours, ben, il faut que tu marches après 3 jours pour activer ton corps le plus possible. Puis, puis essayer de faire monter ta ligne rouge le plus tôt possible aussi. Puis aussi, quand tu t'actives, il y a tout le phénomène que dans ton corps, il y a différents endroits qu'il y a des pompes. Par exemple, dans la jambe, c'est dans le quadriceps puis le mollet, que eux, quand ils s'activent, ben, ça permet de pomper l'enflure. Fait que, tu sais, plus tu vas être actif de ces Ok, ouais, muscles-là, ouais. plus on arrive à drainer l'enflure puis à faire en sorte que tu sois fonctionnel plus rapidement. J'avais vu ça dans mon cours de bio au cégep. C'est genre, quand tu contractes le muscle, c'est comme il vient comme squeezer un peu les tubes lymphatiques qui vient comme monter le. C'est ça, c'est comme le genre de valve là, qui pousse juste dans un sens. Ouais, ouais, ouais. Puis pour le seuil de douleur, c'est encore genre 4 sur 10, 17 ans, je suis plus capable d'endurer le mal, puis un c'est normal. Ouais, c'est ça. Mais mettons 0 c'est normal, 10 c'est plus capable d'endurer, puis ça, entre ça puis te couper la jambe, tu préfères te faire couper la jambe, là. Le seuil de douleur, mettons, le standard, c'est 3 à 4 sur 10 de douleur. Là, Mhm. là, encore une fois, il faut que tu te gages avec ton patient. Tu sais, il y a des patients que, tu sais, ils vont se fracturer quelque chose, ils vont se dire: «J'ai mal à 1 sur 10», là. Fait que c'est ceux-là, Ouais. t'en tolères pas, là. Puis, Pouce, mais puis pouce égal. ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y en a d'autres que, tu sais, ils vont faire quelque chose que physiologiquement, physiologiquement ou mécaniquement, c'est peut-être pas dangereux, mais eux, ils vont percevoir une douleur à 8 sur 10. Fait que c'est ceux-là, tu vas leur dire: Toi, je te tolère plus de douleur». Mais tu sais, en général, là, ce qu'on vit, c'est un genre de 3, 4 sur 10. Puis ce que je dis, c'est qu'il y a un inconfort, je suis capable de vivre avec, mais une douleur, quand tu es certain que c'est une douleur, ben là, c'est comme ton cue pour arrêter. Puis Mhm. ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que c'est ta ligne rouge, c'est ta limite, mais tu pas obligé de te rendre à la ligne rouge à chaque fois, là, tu sais. Nous, ce qu'on Ouais. veut dépasser, c'est la ligne verte. Fait que, tu sais, tant que tu dépasses la ligne verte, peut-être que tu auras pas mal du tout, mais ça va quand même fonctionner. J'ai écouté un podcast de Blaise fin juin, puis Hein? il parlait de courir à chaque jour, que j'ai Ouais. implanté directement. Ouais, j'ai Puis vu ça, tu fais une série ouais, là-dessus, c'est de- c'est vraiment cool. depuis le mois de juin, je cours à tous les jours, vraiment Hein? sans faute. Puis tu sais, mes journées off, là, tu sais, où est-ce que j'ai pas d'entraînement de cédulé, c'est les Hein? moments où est-ce que je vais courir seulement 5 minutes dans Ouais. ma journée. Puis honnêtement, c'est vraiment hot parce que ça permet de gager un peu. C'est vraiment un gauge, voir, OK, c'est quoi mon état de, 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 de ma semaine d'entraînement. Puis Mmh. je peux ajuster. Puis c'est la pratique que je fais si j'ai une journée d'entraînement, parce que ça m'est arrivé cet été où est-ce que j'avais une douleur à l'ischio. Puis j'utilise ces 5 minutes-là pour déterminer est-ce que je continue ou j'arrête. Fait Mmh. que là, si, mettons, tu dis l'inconfort, je trouve que, tu sais, il y a un inconfort qui est comme tolérable puis qui me monte pas. Mmh. Mais quand je vois que c'est comme: «Oh, OK, shit, ben 5 minutes, je vire de bord». Tu sais, à 2 minutes 30, je vire de bord, je reviens à la maison, puis c'est ça la journée. Ouais, ben, ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial, puis c'est une bonne gestion de comment tu te sens par rapport à la ligne rouge. C'est une des affaires qui fait monter la ligne rouge aussi, là. Je reviens à la QSM parce que j'ai oublié d'en parler, mais pour que ton corps s'adapte plus vite, le but, c'est de l'exposer fréquemment.
Tu sais, ce qui est Mmh. important, c'est pas nécessairement le volume, surtout quand tu es en retour de blessure, là. Ce qui est important, c'est pas le volume, c'est la fréquence à laquelle tu exposes ton corps. Fait que si tu arrives OK. à, exemple, tu es en retour de course, mais les gens qui vont courir 4 à 6 fois par semaine, ben, ils ont moins de chances de se blesser que ceux qui courent 2 à 3 fois. On peut le dire en chiffres, là. C'est mieux de courir 5 minutes par jour que courir une fois 35 minutes le mercredi. Ouais, absolument. Puis, tu sais, si on l'extrapole à des chiffres plus gros, mettons que tu 21 kilomètres à courir, ben, tu vas trouver ça pas mal plus facile de courir 7 fois 3 kilomètres par jour que courir 21 kilomètres en une fois. Mmh. Non, je Et comprends. mettons, la fois que tu vas courir le 21 kilomètres, ben, tu as plus de chances de te blesser si tu pas préparé justement de traîner quelque chose versus courir 7 fois 3, ben là, ça devient plus accessible. Je comprends, je comprends. Fait que là, ça on est dans le loading, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, fait que là, on est plus dans le loading, c'est ça. Fait le but, ben, c'est carrément la QSM comme je disais, là. Fait que, tu sais, le but, c'est d'essayer de dépasser ta ligne verte, mais sans arriver à ta ligne rouge. Souvent, le job dans ça, l'éducation est très importante. L'accompagnement là-dedans aussi est importante pour s'assurer que ton patient, il en fasse pas trop, mais qu'il en fasse assez aussi. OK. Puis le O, ça stand for? Ouais, le O, ça, c'est optimisme. OK. Ouais, optimisme, puis ça, justement, le fait d'être positif dans ta blessure, là, c'est super, super important. Même, Blaise Emmené m'avait déjà dit, là, justement, que le la perception du patient de mettons, de sa blessure, va être un meilleur prédicteur de succès que le degré de sévérité de sa blessure. Attends, répète, Ouais. redis-le. Fait que je vais répéter, c'est ça. La perception de la blessure du patient va être un meilleur prédicteur de succès que le degré de sévérité de sa blessure. Ça veut dire que si ton patient, il pense qu'il va mieux aller, puis qu'il est optimiste par rapport à sa blessure, ben, ça va être plus important pour qu'il revienne, ben, le mieux possible que, exemple, tu as une entorse, ligamentaire, ben, qu'il soit partiellement déchiré versus complètement déchiré. Puis ça, justement, ça passe beaucoup par, ça, c'est dans l'éducation, ça, de mettre ton patient Fait en que c'est confiance ou vraiment pas. mental, en réalité, là. C'est vraiment la perception mentale de l'athlète. Oui, c'est ça. Puis là, ben, tu sais, il y a une partie de ça que, ben, premièrement, la douleur, elle est réelle, là. Mais tu sais, il y a une partie de comment il aperçoit que ça peut c'est ça, ça peut jouer entre les 2 oreilles. Puis au niveau de la fonction, ben, il y a quand même, tu sais, des blessures que la stabilité du genou, exemple une blessure de ligament, que ça va être compromis mécaniquement pour de vrai. Mais c'est ça, tu sais, ça montre un peu quand même l'optimisme puis l'attitude que tu as par rapport à, ton pronostic plus tard, mais à quel point c'est important. Fait que c'est ça, super, super important. Fait que là, faut que vous allez écouter l'épisode 3 parce qu'Ismaël en parle, pour vrai, de Ah ouais. l'imagerie mentale pour le retour aux blessures, que ça faut que tu t'imagines en train de faire ton sport, puis de vraiment avoir une imagerie mentale positive de ton retour au sport, puis de pas imager la peur. Exemple, mettons, tu mal au genou, de faire un squat. Ouais, ouais, c'est ça. Puis tu sais, malheureusement, il y a des profils justement là qu'on est capable de reconnaître. Tu sais, mettons les gens qui sont il y a des gens, tu les vois, puis tu sais, ils guérissent mieux, ils guérissent plus vite à cause, entre autres, de leur attitude par rapport à ça. Puis ceux qui Mmh. ont tu sais, ceux qui ont tendance à plus être catastrophiques ou qui, sont super, stressés ou qui pensent trop à ça, mais finalement, souvent, c'est le genre de profil qui récupère un peu moins bien. Faut que tu apprennes à les cibler puis à justement gager en fonction de ça pour mettre les personnes en confiance. Ce côté humain-là, il est assez difficile là, Mmh. selon les situations. Oui, c'est ça. Fait que c'est très important de donner des attentes qui sont réalistes, premièrement, là, mais Ouais. de quand même, c'est ça, mettre les personnes le plus en confiance possible dans leur situation. OK, nice. Oui. V, c'est pour vascularisation. Et ça, Wow. c'est toutes nos activités, cardiovasculaires. Fait que dès qu'on est capable d'activer un peu le corps, ben, on va le faire. Ce que ça permet, entre autres, là, c'est que ça accélère tous les phénomènes métaboliques de ton corps. Fait des fois, exemple, une entorse de cheville, ben, tu peux pas courir. Tu peux quand même faire du vélo. Puis faire du vélo, tu sais, juste un 15-20 minutes par jour, là, ça va faire en sorte que ça accélère, ben, ça envoie du sang partout dans ton corps. Puis c'est là-dedans qu'il y a les nutriments pour guérir tes blessures aussi. Ça accélère ton métabolisme, dont les phénomènes de guérison aussi. Puis en plus, ben, ça te fait sécréter des hormones, des cannabinoïdes qui te font sentir bien après. OK. Est-ce que je me trompe ou toutes les protocoles,
je vais dire, hyper stylisés ou, comment je pourrais dire ça, là, instagrammables, là, tous les protocoles de récupération ou les gadgets, en réalité, c'est des affaires qui augmentent la vascularisation? Toutes, mais là, Ben, pas faudrait que toutes, tu me mais donnes je veux des dire exemples, mais non, mais mettons tu sais, mettons les là vas-y, excuse. ben, tu sais, mettons les bottes de compression, tu sais, ça envoie un petit peu plus de sang. Le foam roll, tu sais, ça emmène du sang, ça réchauffe le muscle. Tu sais, le gun, est-ce que je me trompe? Ouais, dans les outils que tu nommes là, j'ai envie de te dire que oui, ça fait un appel de sang, puis ça probablement que s'il y a quelque chose qui aide, c'est ça qui aide. Là, je connais pas, je suis pas super pointu sur la littérature Ouais. là-dessus, exemple sur les bots, puis tout ça. Non, ouais, non, mais tu sais, en réalité, c'était pas, je parlais Ouais, pas de l'efficacité, mais c'était plutôt genre, ouais, tu sais, à la base, tout ce qu'on ouais. fait, tu sais, c'est comme le yoga, ben, ça emmène du sang, tu sais, souvent, c'est que ça revient aussi justement au V, tu sais, de vasculariser en blessure. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, fait que, absolument, c'est de bouger dans ce que tu es capable de bouger, puis, de d'amener ton corps à être plus actif, ben, ça l'aide à mieux guérir aussi. OK. Le E? Le E, ça, c'est pour des exercices. Fait que ce qui est important dans ça, là, c'est surtout, je trouve, la spécificité des exercices. Fait que supposons Mmh. après une entorse, encore une fois, ben là, tu sais, il va te manquer de l'amplitude, il va te manquer de la force, il va te manquer de la stabilité. Fait que c'est comme de trouver les bons exercices pour venir cibler les paramètres pertinents à travailler, mettons. Fait que, tu sais, supposons après une entorse de cheville, tu sais, tu beau revenir super fort, super stable, si ton amplitude, tu la récupères jamais puis que, tu sais, dès que tu descends les marches, on dirait que ta cheville, elle veut bloquer, ben, les chances sont que tu plus ben, en fait, tu plus de chances de te refaire, une blessure, à la même cheville plus tard. On pourrait finir là-dessus. Tu sais, justement, là, les athlètes de trail, là, tu sais, j'entends souvent attends une minute, OK, parce que là, mes filles sont revenues, puis là, c'est ils risquent de faire du cas, bref, on coupe ça au montage. C'est ça. Les athlètes de trail, tu sais, je sais pas si tu as écouté le documentaire de Jay du Temple, mais tout le monde parle Ouais. de leurs chevilles, comme quoi que leurs chevilles sont fatiguées. Puis tu sais, au Québec, là, je sais pas si tu as déjà fait du trail, mais tu sais, c'est énorme Mmh. l'instabilité des sentiers. C'est quoi tu sais, mettons, si tu à donner, là, en termes de prévention pour augmenter la stabilité de la cheville, ce serait quoi tu sais, les meilleurs exercices, puis à quelle fréquence qu'on devrait les faire pour inclure dans notre programmation? Ouais, oui, fait que, tu sais, mettons, moi, je les séparerais en 2 catégories, OK? Tu as les exercices qui sont vraiment de stabilité, puis tu as les exercices qui sont plus de force, slash endurance, si on veut. Mmh. Fait que exercice de stabilité, ça, premièrement, on a 3 types de stabilité, OK? On a la stabilité qui est statique. Fait qu'exemple, si tu es debout sur une jambe, tu es capable de te tenir. Tu as la stabilité qui est dynamique. Fait que ça, c'est exemple, si tu fais des sauts, tu es capable de te stabiliser, dans tes sauts. Et puis troisièmement, tu as ta stabilité qui est fonctionnelle. Ça, c'est quand tu cours, ben, si tu piles sur une racine, ton corps, il est-tu capable de s'ajuster à ça? Fait que, tu sais, les trois sont importants, puis souvent, ça devient des tu sais, c'est dur d'avoir une stabilité fonctionnelle sans avoir une bonne stabilité dynamique puis statique, mettons. Fait que ça Mmh. devient comme des bases, des building blocks pour devenir de plus en plus stable. Ces exercices-là, souvent, c'est pas des exercices qui sont très exigeants au niveau musculaire, c'est des exercices qui plus au niveau de la proprioception. Fait que la perception que tu as de ton corps, puis ta capacité à réagir à des perturbations. Fait que OK. ça, c'est des exercices que, je sens, c'est pas un gros loading mécanique, c'est plus un apprentissage quelque part, là. Fait que ça, on peut les faire à tous les jours, puis ça, plus tu es fréquent, plus tu vas devenir efficace. Mmh. Comme j'ai dit, là, c'est la stabilité, mais là, tu veux avoir une stabilité statique. Tu sais, tu peux avoir la stabilité statique si tu es en train de tenir sur une jambe sans rien faire. Tu peux avoir ça quand tu es en train de c'est une bonne manière de la tester aussi, là, c'est si on fait penser ton cerveau à autre chose. Fait que c'est ce qu'on appelle une double tâche, là. C'est à ce que parce que si tu es concentré, tu sais, les gens, il y en a plein qui vont être bons pour se tenir à une jambe, mais que si tu Ouais. leur demandes, exemple, fais-moi des calculs mathématiques, mais là, vu que leur cerveau se concentre sur autre chose, mais là, finalement, ils perdent l'équilibre. Fait OK. que puis tu sais, l'affaire, c'est que quand tu cours, ben, tu sûrement pas en train de tout le temps focusser sur tes chevilles. Fait que, tu sais, il faut que ton corps, il ait un peu un mode autopilote, là, qui soit capable d'intervenir quand tu as tes perturbations. Fait que c'est là le temps de scroller sur Instagram puis TikTok pendant que tu te tiens sur une Exact, jambe. exact. Moi, souvent, ce que je leur dis, c'est, quand tu es en train de te brosser les dents, OK. de faire une jambe ou si tu es dans une file d'attente, ou que tu es en train de parler à des amis,
Fais-le sur une jambe pour que ton cerveau, il soit en train de faire autre chose. Oui, et quand tu es en train d'écouter la télé ou scroller sur Instagram, c'est super bon. Et puis, tu sais, tu des affaires quand tu es statique de même, mais tu peux rester statique de la cheville, mais bouger du reste du corps aussi. Fait qu'exemple, ta cheville, OK. elle reste sur place, mais supposons que tu es en train de faire un arabesque. Fait que là, ton corps, il bouge au complet, mais là, toi, ta cheville, il faut qu'elle reste stable. Mmh. Fait que ça, c'est pour la stabilité, statique. La dynamique, comme j'expliquais, c'était des sauts, fait que, tu sais, ça rentre beaucoup dans la pliométrie, des affaires de même, là. Mmh. Et fonctionnel, ben, ça, c'est comment tu arrives à le transposer dans ton quotidien. Fait que ça, je te dirais, va courir entre elles, Ouais, c'est ça. puis pratique-toi. C'est dans ton sport, tu le fais. Fait que ça, c'est vraiment Ouais, l'exercice, la partie 1 de stabilité, se tenir sur une jambe, faire des sauts sur une jambe, tu sais, que ce soit sur un step. mmh, ouais, c'est ça. Puis, ben, c'est ça, tu sais, comme je disais, tu as besoin un peu de l'étape précédente pour être performant dans la suivante, là. Fait Mmh. que, tu sais, c'est ça, si tu pas une bonne stabilité, statique, ben là, dynamique, souvent ça va souvent donner des affaires un peu moins stables, même si tu peux quand même compenser d'un peu d'ailleurs, là. Puis, ben, sans avoir stabilité statique puis dynamique, ben, c'est dur d'être stable fonctionnellement. Puis finalement, ben, là, c'est important d'être spécifique au sport aussi. Tu sais, on n'a pas les mêmes exigences quand tu cours en trail versus quand tu joues au hockey. Mmh. Puis Fait que c'est juste, là que les connaissances du sport, rentrent en ligne de compte aussi. pour revenir aux exercices, quand on tient sur une jambe, là, on tient-tu, 30 secondes, 45 secondes, 1 minute? Ben, dans le fond, tu sais, mettons si tu es capable de faire, le paramètre que je donne, c'est entre 30 puis 60 secondes, là, mais tu sais, c'est tout le temps de gauger, tu sais, il y a du monde au début, ils vont être capables de toffer, 5 secondes, même pas, mais tu sais, eux, je leur demanderai pas: «Fais 3 fois 1 minute», si je leur dis: «Commence par 20 secondes». Fait que c'est tout le temps comme d'essayer de donner un objectif qui est atteignable, mais qui va lui demander un effort, tu sais. OK. Puis mettons un Heu, athlète entraîné, si on prend exemple moi, comme un athlète mmh entraîné, Ouais, hem, tu sais comment tu sais, j'ai un petit tapis d'instabilité là, ici là. ouais. Est-ce que 3 fois 1 minute chaque barre, c'est assez pour transposer tu sais, pour avoir un impact considérable sur ma course, mais que je recommencerai, cet été? Si tu fais ça tous les jours, j'ai envie de te dire que oui. Ça, tu sais, si tu es bien entraîné puis que tu travailles beaucoup ta stabilité, ça se peut que tu une bonne stabilité puis que tu pas besoin nécessairement de la travailler en ce moment. Mais c'est un peu comme on disait au début, là, si tu veux squatter lourd, ben, il faut que tu continues à squatter régulièrement. Tu sais, quand tu vas arrêter de squatter, ben, là, tu vas devenir moins bon. Même chose pour la stabilité. C'est quand tu arrêtes de la travailler, là, tu vas devenir moins bon. C'est si tu continues à faire ton sport puis que ton sport demande tu sais, le niveau nécessaire pour les exigences de ton sport, ben, en principe, tu devrais être capable de maintenir ce niveau d'exigence-là en continuant à pratiquer ton sport. Puis, tu disais qu'il y avait d'autres c'était quoi la deuxième partie déjà? La deuxième partie, c'est la force ou OK. l'endurance musculaire, là. Hem, Puis ça, c'est, quelque chose qui est très ben, en trail, c'est encore plus important que la route à cause du dénivelé justement, fait que les Mmh. exigences musculaires sont plus élevées aussi. Mais tu sais, plus tu vas être fort, moins tu vas avoir de chances de te blesser. Puis même plus tu vas être fort, plus tu vas avoir une bonne économie de course aussi, là. Mmh. Puis tu sais, souvent on a tendance à travailler surtout dans les sports d'endurance, là, la culture, c'est un peu de travailler, en haut nombre de répétitions. Mais tu sais, en bas nombre, c'est très efficace aussi. Si on veut développer la force maximum, tu le sais, tu sais, on veut travailler peut-être un peu moins longtemps, mais plus, en intensité, là. Mais tu sais, ça se vaut pour les sports d'endurance aussi. Puis moi, avec mes patients, souvent, là, je vais leur dire de faire des séries de entre 4 puis 6 reps ou 6 à 8 max, OK. mais c'est très rare que je m'en vais dans le 20. OK. Puis, Tu restes dans le 4 à 6, puis ouais. mettons 12-15. Ben, même 12-15, c'est tough que c'est rare que j'y vais, là. Tu sais, mettons, mon OK. range, c'est entre 4 puis 8. OK. Tempo? Puis je veux que ça soit tough. Tu sais, l'important, c'est que si on veut stimuler musculairement, ben, il faut que tu aies un niveau d'intensité qui soit élevé. Là, on a d'autres outils comme l'échelle de perception d'effort ou le nombre de reps qui te restent dans le tank, là. Mmh. Tu sais, si moi, je juge que tu manques de force, ben, tu sais, je vais te dire, fais 8 reps, puis à la fin de tes 8 reps, tu sais, je veux que tu aies maximum une ou 2 reps dans le tank encore. Tu sais, si je te demande 8 puis que tu serais capable de m'en faire 14, ben, c'est trop facile. Fait qu'on va monter la charge ou on va monter le niveau de difficulté de l'exercice. Ça, c'est Ça rentre dans spécifique. ça rentre dans la stabilité pour la course en trail, là. Ben, c'est ça, mais ça rentre dans préparer les chevilles pour avoir des chevilles endurantes puis fortes.
Je Parce que ce comprends. qui se passe aussi, c'est qu'à mesure que la fatigue s'installe, ben là, tu perds de la stabilité en quelque sorte aussi, parce mais quand tes muscles sont tu sais, plus tes muscles sont fatigués, ben moins ils sont performants. Puis là, moins tes muscles sont performants, ben là, plus tu perds de la stabilité aussi, là. Fait que, tu sais, si tu as des muscles qui sont super forts, super endurants, ben tu diminues tes risques de blessures aussi. Ça ferait le tour, dans le fond, de tout ce qui est stabilité de cheville pour en préparation d'un ultra. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais pas ultra en tête, mais en général, mettons. Moi, Puis, non, il y a pas de problème. ouais, puis tu sais, j'avais vu une stats aussi là, une étude, j'ai plus les chiffres exacts, mais ils prenaient des athlètes, de la NCAA en division 1, puis OK. ils regardaient c'est qui avait le moins de risque de blessure, par rapport à leur force. Puis ceux qui avaient le moins de risque de se blesser là, chez les hommes, c'est un chiffre quand même, Significatif. assez impressionnant. C'est, mettons, ceux qui étaient capables de squatter quelque chose comme 2,5 fois le poids de leur corps, là. Fait que, supposons tu es un homme Comme de 200 livres, ben là, il faudrait que tu sois capable les gens qui sont capables de squatter plus que 500 livres, ben, ils ont significativement moins de chances de se blesser en faisant leur sport que ceux qui sont pas capables. Puis chez les femmes, ouais, je pense que c'était autour de 1,8 là, 1,8 ou 2, mais tu sais, c'est c'est quand énorme. même, ouais, mettons, tu es une femme de 150 livres, ben, il faut quand même que tu squattes 300 livres. Ce serait quoi, tu dirais, mettons, en course à pied, les exercices qui sont overrated, puis les autres qui sont underrated? Tout ce qui est sur une jambe. OK. Tout ce qui est une jambe, fait parce que ça travaille ta force, ça travaille ta stabilité. C'est ça, c'est l'affaire qu'on est capable probablement de recréer qui ressemble le plus à la course puis à te préparer à ça, là. Mmh. Méthode, ben là, c'est ça. Je vais essayer de pas faire du du bashing, là. Mettons, calf raise à 2 jambes sur un poids. Ça, c'est quand même bon, surtout, si tu mais tu sais, j'ai envie de te dire, si tu es capable de le faire à une jambe, tu es aussi bien de le faire à Ouais. une jambe parce que ça devient plus intense musculairement, fait que tu viens plus travailler ta force maximale. Puis, ben, en plus, ben, tu pas de compensation de l'autre jambe, puis ça travaille plus la stabilité. Mais tu sais, j'essaie de j'essaie de pas trop aller dans les affaires qui sont très loin du sport, là. OK. Fait que, supposons, j'essaie de te trouver un exemple. C'est dur pour moi de te trouver des exemples parce que je les fais pas justement. Ah ouais, non, ah, c'est pas grave. Ouais. On va finir avec, moi, je fais tout le temps, soit à Ben ou Ismaël, je demande un challenge de la semaine pour les athlètes. Ce serait quoi un challenge que tu donnerais aux athlètes pour cette semaine? Ouais, Puis OK. prends ton temps pour répondre, là, il y a pas de Le challenge de la semaine, surtout chez les athlètes qui sont blessés là, mmh heu, puis même chez ceux qui sont pas blessés ou ceux qui veulent commencer ou c'est pour n'importe qui finalement, heu, supposons qu'on parle de course, de sortir courir, puis de courir, puis tu sais de t'arrêter avant que ça devienne tough. OK. Fait que, tu sais, comme on se parlait de la ligne rouge, là, tu pas obligé de tout le temps atteindre ta ligne rouge. Puis des fois, ça va être plus bénéfique pour toi. Exemple, si tu veux courir 7 jours par semaine, ben, tu sais, ben, comme tu le vis, là, tu peux pas courir à ton max à chaque fois, là. Tu sais, il y a des entraînements qui servent justement à se tu sais, à se reposer, si on veut, un genre de repos actif, là. Puis ça, il y a des cultures de sport que je sens c'est dur d'en faire moins, Mmh. surtout quand physiologiquement tu es capable. C'est ça, c'est d'essayer de sortir fréquemment, fait que, tu sais, de limite sortir, 6 à 7 fois dans la semaine, mais de t'arrêter avant que ça fasse mal ou que tu trouves ça tough, tu vas voir, tu risques de quand même progresser. Puis il y a une partie du plaisir qui vient de ça aussi. Tu sais. Ah Il y a ouais. plein de patients qui me disent que ils aiment pas ça courir. Puis là, c'est quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils font, ben, tu sais, ils courent 2 fois par semaine, puis à chaque fois, ils se défoncent. Ben, c'est ça, au bout d'un mois, quand à chaque fois tu finis, tu es sur le bord de la mort, ton plaisir, il prend fin assez vite. Puis, un autre défi, ça serait de tenir sur, une jambe 10 minutes en tricotant des bas. Ouais, c'est ça. Puis ou sinon en jonglant, puis en en cuisinant en même temps. C'est bon. Hey, merci Ouais, c'est ça, beaucoup, mais Kevin. ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était vraiment fun comme discussion. Puis les gens, est-ce ils peuvent te suivre sur, les réseaux sociaux? Oui, absolument. J'ai un compte, professionnel sur Instagram, ça s'appelle Kev le physio. Il y a un espace entre chaque mot. Puis, c'est ça, tu sais, je suis quand même assez actif, sur les réseaux sociaux, là. Si on m'écrit, je risque de répondre. Puis sinon, ben, comme je disais au début, je travaille chez PCN, Taniata sur la rive sud de Québec, à peu près à 10 minutes des ponts. Fait que s'il y a des gens qui veulent, avoir recours à mes services, ça va toujours me faire plaisir. Alright et merci beaucoup. Merci d'avoir écouté un autre épisode. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao.